C'est une vraie mafia. Qu'est-ce que tu penses d'Emmanuel Macron ? Bah, je l'ai dit déjà. J'ai dit ce que je pensais lors de mon dernier combat. Je peux leur dire là ? Ouais, bah, en gros, je l'emmerde, voilà, tout simplement. En gros, fuck Macron. La gauche, comme tout poison, tout cancer, s'envenime. Et de plus en plus, vous n'êtes jamais assez à gauche. Voilà, vous devez renier, toujours se renier de plus en plus. Et aujourd'hui, on voit que même les gens qui se renient, c'est pas assez. Non, de plus en plus, il faut se renier. Jusqu'à, en fait, c'est ça le nihilisme, en fait. C'est jusqu'à le magma progressiste où il y a tout le monde qui est mélangé, il y a personne qui vit ensemble. Hein. Mais il y a toujours tout le monde qui est mélangé, il y a rien qui va, quoi. En fait, moi, je dis à tout le monde, c'est ça mon message. C'est un peuple, une nation. Tous les peuples de la Terre méritent d'être là, mais nous, on est un peuple et on mérite d'être là, et ici, c'est chez nous. J'ai vu un marché de Noël, là, en arrivant. Enfin, c'était du coup fête, je sais plus s'ils ont mis, mais c'était pas marqué fête de marché de Noël. En fait, c'est simple, pour moi, la République est laïque, mais la France est chrétienne. En fait, moi, je suis dans un chemin où, moi, j'estime, surtout vu tout ce qui m'arrive, niveau effervescence, etc. Moi, j'estime en fait que là aujourd'hui, les gens, bonne étoile. Non, et puis c'est mon destin. C'est comme ça, c'est ma mission. Moi, j'estime être un soldat du Christ, un soldat de la France. We're gonna take on the world. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Pour terminer l'année, j'ai choisi un invité un peu particulier cette semaine puisqu'il a fait beaucoup parler de lui après un tweet qui a fait plus de 3 millions de vues. Il a fait aussi tous les plateaux des médias alternatifs, comme on dit récemment. Mais j'avais quand même envie de l'interviewer puisque j'avais envie de le découvrir sous un jour un petit peu différent, sous un angle différent. Il est identitaire, catholique, patriote et nationaliste. C'est en tout cas ainsi qu'il se présente avec fierté. C'est la figure montante du MMA français. Il délaisse donc ce soir la cage pour notre plateau et même loin du ring. Je le sens déjà combatif et prêt à en découdre. Avec lui, on va parler bien sûr de religion, d'identité et de la France d'aujourd'hui. On évoquera aussi le climat politique et sociétal tendu entre violence, radicalisation et débats publics étouffés à l'approche de la présidentielle en 2027. Il est connu donc sur les réseaux sociaux sous le nom de Hugo Nemesis 2. Bonsoir donc. Alors comment on vous appelle finalement Tu peux m'appeler Hugo. Hein. Je peux vous appeler Hugo. Bon, allez, on va même se tutoyer. Ouais, si sympa. Ça te va, moi ça me va. Donc Hugo, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je le disais, là, on a parlé que de toi ces dernières semaines. Tu as fait la plupart des plateaux médias de France et de Navarre. Mais justement, là, on va prendre un peu plus de temps cette fin d'année pour justement se pencher sur toi, ton parcours, sur le patriotisme aussi dans le sport, ce qui est un petit peu plus rare à aborder. Est-ce que c'est devenu un gros mot, dire qu'on est patriote? On va en parler, mais avant cela, je le disais, on va se pencher un peu sur ton parcours. Alors d'abord, j'aimerais que tu me dises un petit peu d'où tu viens sur le plan personnel, familial. Voilà, raconte-nous un peu quelles sont tes origines familiales, sociales. Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir de venir te voir. Et donc du coup, alors moi, je viens de la Loire, du 42. Donc je viens pas de Saint-Étienne même, je suis né à Saint-Étienne, voilà. Mais en gros après moi j'ai vécu dans la campagne autour de Saint-Étienne. J'ai fait la plus grande partie de ma vie là-bas. J'ai vécu aussi un peu à Lyon. Après j'ai voyagé un peu dans le monde pour m'entraîner, parce que j'ai fait du judo, de la boxe thaï, etc. Je suis allé en Asie aussi m'entraîner. Et puis récemment, là, depuis 5 ans, je vis en Pologne. Voilà. C'est un peu la trajectoire très courte de ma vie niveau localisation. Et sinon... Pourquoi la Pologne alors ? En fait, j'ai l'impression de répéter cette histoire tout le temps, mais je vais le refaire avec plus grand plaisir. En gros, je me suis expatrié pendant le Covid, ou immigré. Voilà. Mes détracteurs disent que je suis un migrant, du coup ça me fait rire de dire que j'ai immigré. Du coup, je suis allé en Pologne parce que, en fait, avec le Covid, tout était fermé. Donc pour un sportif, et en plus j'avais déjà une entreprise de coaching à l'époque, donc je pouvais ni coacher, ni m'entraîner, ni faire de compétition. Donc pour moi, c'était vraiment une catastrophe, comme pour beaucoup de personnes. Donc du coup, j'ai choisi de venir faire un stage en fait en Pologne. J'ai un ami de la Légion, en fait, un Polonais qui m'a dit
viens t'entraîner, ici on s'en fout du Covid. Je dis, bah, on va venir. Du coup, je suis venu, je me suis entraîné. Alors, je ne connaissais pas du tout l'Europe de l'Est, enfin l'Europe centrale, la Pologne. Vraiment, je connaissais des Polonais avec qui j'ai travaillé dans le bâtiment, etc. Ma femme, elle est des origines polonaises, mais vraiment, c'est des Polonais qui avaient immigré en France, c'est des mineurs. Donc, ils avaient des souvenirs de la Pologne, mais pas bien frais, quoi. Des souvenirs communistes, d'ailleurs. Donc, du coup, je suis arrivé en Pologne et c'était formidable. En fait, même, bon, il y a un peu des restrictions Covid, mais c'était très, très light comparé à nous. Et du coup, bah, je me suis entraîné 2 semaines là-bas. Je suis revenu en France et je me dis, mais c'était incroyable en fait là-bas, conditions d'entraînement top, et puis même la vie là-bas était incroyable. Et du coup, bah, j'ai fait, pendant 1 an et demi, 2 ans, je fais des allers-retours, des camps d'entraînement, on appelle ça, dans mon milieu. Et en fait, à un moment, bah, j'ai demandé à ma femme de venir en vacances. Et on est venu en vacances, on a fait les grandes villes de Pologne, et puis après, je dis, bah, tu veux qu'on déménage, et on a déménagé. Voilà. Et depuis, ça fait donc 5 ans que je viens en Pologne et 3 ans et demi que j'habite. Et du coup, bah, là-bas, j'ai pu passer pro en MMA. J'ai fait mes premiers combats dans une organisation nationale. Après, je suis rentré au KSW, ça s'appelle. Donc là, c'est une des plus grandes organisations d'Europe. C'est la plus grande Ligue 2, voilà, une des plus grandes Ligue 2 du MMA, on va dire. La Ligue 1, c'est l'UFC, c'est la Champions League pour ceux qui aiment le foot. Voilà, je fais des comparaisons. Et du coup, voilà, depuis, en 3 ans, j'ai fait 7 combats professionnels. Et j'ai pour 6 victoires et 1 défaite. Voilà, ouais. La trajectoire, très rapidement dit. D'accord. Et alors, on va faire un petit retour en arrière. Je disais, comment tu as débuté ces sports de combat ? Alors, j'ai commencé dans mon petit village, dans le 42, par du judo. En fait, tout simplement, je suis allé au dojo municipal. Et c'est marrant parce que, en fait, quand j'ai combattu à Lyon en mai, je suis retourné dans ce dojo pour m'entraîner la semaine avant le combat, pour voilà, continuer à appliquer ma tactique, etc. Et du coup, ça m'a rappelé plein de souvenirs parce que c'est là que j'ai vraiment commencé à m'entraîner. Et je ne sais pas si c'est le fruit de mon imagination ou si c'est un souvenir véritable. En fait, je me revois en fait arriver après l'entraînement avec ma mère. Et en fait, j'étais tellement petit que le comptoir, là, je le voyais de haut. Et je m'en souviens dire à ma mère, bah, oui, je veux continuer, je veux faire avec Michel, mon premier maître de judo, que je remercie d'ailleurs. Et voilà, du coup, c'est là-bas que j'ai commencé. J'ai fait 15 ans de judo, j'ai fait du coup. Et après, je fais de la boxe, j'ai fait de la lutte, kickboxing, muay thai. Je suis parti en Thaïlande m'entraîner quasiment 1 an. Et le switch pour le MMA, en fait, j'ai toujours fait un peu de MMA dès mes 18 ans quand je suis rentré dans la réserve en gendarmerie. Et je faisais un peu de MMA, mais comme ça. Voilà, c'était pas sérieusement, je faisais plus de la boxe à cette époque. Et en fait, c'est vers les 22 ans, quand je suis rentré de Thaïlande, 22-23 ans, là, j'ai commencé à faire du MMA, amateur, etc. Et après, à 25 ans, je suis parti en Pologne. Alors justement, tu parles de la Thaïlande. En 2017, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas, tu es parti 6 mois en Thaïlande afin de pratiquer le Muay Thai. D'ailleurs, à l'image... 10 mois. 10 mois. Ouais. Ouais, à l'image d'un autre Français, une légende de cette discipline, Jean-Charles Skarbowski, d'ailleurs, qui en fait un amical salut, puisqu'on l'a reçu ici. Tu le connais un petit peu, d'ailleurs ? Ouais, je le connais de nom, parce que Jean-Charles, dans la boxe, c'est une légende. Voilà. Bon, lui, il a vécu bien plus que 10 mois en Thaïlande. Mais ouais, je le connais de réputation et j'ai regardé ses combats comme... Tous ceux qui sont dans les sports de combat, ils connaissent Jean-Charles. C'est un personnage en plus. Ouais, c'est un personnage, c'est un très bon boxeur. Et en polonais, on dit un caractère. Tu l'as jamais rencontré ? Non, jamais. Ah bah écoute, avec plaisir. D'organiser ça. Jean-Charles. La Thaïlande, c'est le passage obligé, c'est ça, quand on veut faire ? Non, pas tellement. En fait, à l'époque, je faisais beaucoup de boxe thaï parce que justement, moi, je venais en fait de la lutte et du judo. Donc, c'est des sports de préhension. Donc, en gros, tu prends et tu mets les gens au sol et tu les tiens. Et du coup, j'avais plus envie d'explorer les sports en fait de percussion. Donc, je faisais un peu de boxe anglaise, de boxe side, kickboxing, mais je me suis dit, voilà, quand j'ai rompu mon engagement de réserviste, je dis bon, qu'est-ce que je fais ? C'était où en gros je continuais j'avais une double licence, acquis une double licence en droit sciences politiques, et après je continuais vers un master ou que sais-je. Mais du coup, je dis bon, je vais partir 1 an en Thaïlande pour vivre l'aventure un peu, voilà, boxer. Du coup, j'ai fait des combats en stadium, là, ce qu'on appelle. Bon, rien à voir avec le niveau de Jean-Charles à l'époque, hein, c'était très humble ce que j'ai fait. Mais ça m'a permis d'avoir une petite expérience en boxe thaï et c'était bien. Et quand je suis rentré, en fait, le MMA s'est offert à moi assez naturellement. On m'a proposé un poste de coach dans une salle à Lyon, ringside. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des compétitions amateurs. Mais
c'est une très bonne destination, la Thaïlande, pour Ce que j'allais dire, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? En fait, c'est déjà la Thaïlande très sympathique. Hein. Je vivrai pas là-bas parce qu'il y a beaucoup de gars, ils s'expatrient là-bas, ils vivent. Moi, j'ai besoin d'être avec des Occidentaux. J'aime notre culture. J'ai apprécié ma vie en Asie, mais je me sentais pas chez moi en fait. Donc du coup, c'est super pour l'entraînement. Et ce que j'ai retenu, c'est l'entraînement. C'est-à-dire, en gros, c'était très dur, très gros niveau, beaucoup de compétition. Et puis surtout beaucoup de savoir. Voilà, en gros, je me suis entraîné dans beaucoup de gym, beaucoup de camps d'entraînement. Et vraiment, je suis rentré, j'étais plus le même homme sportivement et à niveau expérience. C'était top. C'était bien. Le MMA compte aujourd'hui 60 000 abonnés, en tout cas en France. Comment t'expliques cet engouement? Parce qu'on n'en parlait pas beaucoup du MMA. En fait, le MMA en France était interdit pour des raisons un peu, on va dire que c'était On rappelle ce qu'est pour les gens qui nous regardent, qui ne connaîtraient pas. Comment tu définirais le MMA? On a le droit là, il faut mettre des extraits de mes combats, là. Je vous en enverrai, comme ça vous comprendrez. En fait, c'est simple, déjà le MMA, c'est Mixed Martial Arts, donc c'est les arts martiaux mixtes. Donc en fait, c'est simple, c'est un mélange de boxe. Voilà, c'est exactement. Pas trop pourri, j'espère, mais du coup, en fait, c'est un mélange de sports de percussion, donc tout ce qui est boxe, kickboxing, muay thai, etc. Et après, c'est un sport où aussi on peut amener les gens au sol. Et en fait, ce qui gênait, même si je pense que c'était plus une affaire d'intérêt entre fédérations et d'argent, ce qui gênait les autres fédérations, c'était les frappes au sol. Parce qu'il y a des frappes au sol. En gros, je peux amener la personne au sol, la contrôler, la frapper ou la soumettre. Voilà, c'est les manières de gagner. Et du coup, c'est aussi la seconde caractéristique assez marquante du MMA, c'est que ça se pratique dans une cage. Voilà. Ce que les gens ne savent pas, c'est que souvent, en fait, la cage, c'est plus pour la sécurité des combattants que pour autre chose. Bon, il y a aussi un côté gladiateur et spectaculaire. C'est parce qu'en fait, quand on projette les gens, il y a des combats qui se font dans un ring. En Asie, ils font un peu ça aussi, de MMA. Mais le problème, c'est que quand tu vas pour lutter une personne et que tu vas trop loin, tu passes entre les cordes. Alors que sur la cage, tu es amorti et tu ne peux pas passer à travers la cage, quoi. Il y a ce côté-là aussi. On gagne beaucoup d'argent à ton niveau ou pas? Non. Non. En gros, moi, je commence à bien en gagner. Voilà. Bon, je vais être clair, hein, je gagne, je ne vais pas dire les chiffres exacts, mais je suis entre 6 et 10 000 euros par combat. Alors, les gens, ils peuvent se dire, mais c'est super. Tu combats 15 minutes, tu gagnes 6 à 10 000 euros, mais en fait, derrière, il y a 2 mois de préparation. Donc, en fait, déjà, sur 2 mois, ça fait que, mettons, je gagne 8 000, ça fait 4 000 par mois. Et en fait, après, il y a tous les coûts de la préparation. Et en fait, quand vous êtes un combattant, déjà de base, vous donnez entre 15 et 30% à votre manager. Donc c'est la personne qui gère votre carrière, qui vous trouve les combats, qui signe avec les organisations. Ensuite, vous donnez 10 à 15% pour vos entraîneurs. Et après, en plus de ça, vous devez payer, par exemple, quand vous prenez des leçons privées avec vos entraîneurs, vous payez. Vous payez quand vous entraînez avec la team pro, parce qu'il faut bien financer la team pro. Voilà, en fait, on paye. Et en fin de compte, quand on déduit tout, on a quelques milliers d'euros. J'ai de la chance, je suis en Pologne, donc j'ai une bonne fiscalité. Et tu as créé d'ailleurs en Pologne ton centre d'entraînement, la Nemesis Pro Team. Exactement. Alors, exactement, on n'a pas un Pourquoi gym. Pourquoi ce nom d'ailleurs, tiens? Nemesis, c'est parce qu'en fait, j'aime bien la mythologie grecque et romaine. On rappelle. On rappelle. Et du coup, Nemesis, déesse de la justice divine. Et moi, j'aimais bien aussi Damoclès, la fameuse épée de Damoclès. Ça n'a aucun lien avec l'association Nemesis en France. Non, d'ailleurs, je dois prendre des royalties, j'ai existé avant vous. Hein. Elles m'ont piqué mon nom. Mais, et Damoclès aussi, je crois qu'il y a aussi. Ah ouais, il y a aussi. Purée. Bon, bref. Mais faut qu'on donne des royalties aux Grecs alors. Ça existait avant. Mais du coup, voilà, j'ai choisi ces prénoms parce que j'aime bien la mythologie grecque et romaine. Et aussi, il y avait un côté, on dit le Némésis, c'est ton pire ennemi. Donc en fait, en polonais, ils traduisent ça un peu. Ils disent aussi Némésis, mais ils le traduisent aussi en cauchemar. En gros, tu es le pire cauchemar de ton adversaire. Donc c'est pour ça aussi j'ai choisi ce nom. Et Hugo Némésis 2. Voilà, et 2, c'est mon nom de famille, comme le chiffre. Voilà, donc c'est un nom très humble. Voilà. Tu parlais justement tout à l'heure de la Pologne. Tu te sens plus libre en Pologne qu'en France? Oui. En fait, en France, en soi, on est libre, on peut parler quand même. Voilà, on n'est pas dans un pays communiste, mais pas encore. Mais voilà, en tout cas, on peut quand même s'exprimer, mais de moins en moins, on voit qu'il y a des gens qui s'expriment, et ça, même en Angleterre, c'est un peu la même chose. Voilà, des fameux gens qui se voient octroyer une petite visite de la police pour des tweets ou des choses du genre.
Non, en Pologne, ça n'existe quasiment pas pour ça. Il y a quand même c'est pas la liberté d'expression comme aux États-Unis, mais voilà, on peut quand même dire pas mal de choses. Si j'avais dit fuck Macron en France, je pense que j'aurais eu plus de problèmes. Après, on ne sait pas, peut-être que j'aurai une surprise dans ma boîte aux lettres. Je ne l'espère pas, mais c'est possible. Mais ouais, non, globalement, en Pologne, la liberté d'expression est très poussée. Ouais. Sur le plan de la sécurité, c'est différent? C'est pas différent, c'est un autre univers. Tu vois, j'en parlais tout à l'heure avec vos équipes. En gros, quand on vit à Varsovie, qui est objectivement une ville moins belle que Paris, qui est voilà, parce que ça a été détruit en fait Varsovie par les Allemands et les Russes. Donc du coup, c'est à moitié, parce qu'après ça a été sous l'URSS, donc c'est à moitié soviétique et à moitié, voilà, ils ont essayé de refaire un beau, qui est plutôt pas mal, une belle vieille ville en fait, Rýnek on appelle ça. Et en fait, c'est incomparable la sécurité parce que en fait, les chiffres, ils sont tellement, c'est absurde en fait. Les chiffres, par exemple, les viols, les agressions sur les personnes, en France, ça va être des hauteurs, c'est peut-être 30 fois moins de viols et d'agressions qu'en France qu'en Pologne. C'est lunaire en fait. Comme je dis, il y a eu une jeune femme qui s'est fait violer et tuer par un Vénézuélien à Toruń, donc c'est une ville en Pologne. Et ben en fait, derrière, ce que ça a provoqué, en France, ça aurait été un fait divers, on en aurait parlé 1 ou 2 jours. Et en fait, ça a fait un raz-de-marée en Pologne. Il y a eu des expulsions massives de Vénézuéliens. Les gens, ils sont allés dans l'hôtel où logeait en fait cet immigré. Ils sont allés ensuite dans l'usine où travaillait cet immigré. Et en fait, ils ont tiré les oreilles à tout le monde, quoi. Donc c'est incomparable la réaction qu'il y a justement face au peu de violence due à l'immigration et surtout la sécurité, même pour des Polonais ou alors des Européens, c'est très strict. Genre, c'est vraiment un pays, voilà, si on efface, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'immigration en Pologne, mais si on efface ce côté-là, vraiment la sécurité sur les Polonais, sur les Européens, c'est très strict. En gros, si vous enfreigniez la loi, vous n'allez pas passer un bon quart d'heure, vraiment. Ils sont davantage patriotes que les Français, les Polonais? Oui, oui. Bah, pareil, j'en parlais tout à l'heure aussi. En fait, des fois, il y a pour les célébrations, chaque parti politique célèbre, voilà, par exemple, c'était le 11 novembre, donc pour eux, c'est l'indépendance, parce que c'est à ce moment-là que la Pologne a retrouvé son indépendance. Et ben en fait, à ce moment-là, tous les partis politiques, de gauche comme de droite, célèbrent les héros de la guerre. Et en fait, quand on voit, par exemple, un des partis les plus à gauche, si on voit les photos, uniquement les photos, qu'on enlève la légende, qu'on envoie ça, je sais pas, à des LFistes ou des machins, ils vont penser que c'est une procession fasciste. Parce que c'est des gens de gauche, mais drapeau polonais, gros aigle blanc, carrément ils ont fait ça la nuit avec des flambeaux. Donc c'est un peu voilà, l'imaginaire nazi, fasciste de ces gens-là, LFistes. Mais par contre, c'est des gens de gauche, c'est vraiment des gens de gauche. Mais en fait, le patriotisme, c'est pas une virgule là-bas, c'est pas un détail, c'est une nécessité. Donc en fait, tous les partis quasiment sont patriotes. Peut-être juste, il y a un parti qui s'appelle Lewica, donc la gauche, et eux, ils font 2-3%. Voilà, c'est peut-être les seuls qui ne sont pas patriotes. Mais justement, en parlant de la Pologne, est-ce que tu peux comprendre que, par exemple, c'est un peu étonnant pour certains, peut-être que tu sois très patriote, revendiqué, identitaire, nationaliste, et puis paradoxalement, tu ne sois pas resté dans ton pays? Parce que là, comme je dis souvent, la France, c'est quoi la France exactement? En fait, c'est ce que je réponds souvent aux gens qui me disent oui, mais t'es parti, voilà. En fait, pour moi, la France, c'est pas que la terre, c'est les Français avant tout. Quand il y a eu déjà les Français, j'aimerais, tu vois, ceux qui me reprochent ça, j'aimerais leur dire, mais en fait, est-ce que vous connaissez votre histoire? En fait, les Français ont conquis une grande partie de l'Europe, du monde. Et est-ce que Napoléon, alors je dis pas que je suis Napoléon, loin de moi, non, pas du tout. Une conquête de la Pologne? Non, pas du tout. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que quand on essaye quand on a un objectif, qu'on essaye de le remplir, en fait, c'est pas parce que je dois sortir de France, ah ben non, j'arrête, je vais pas passer pro en MMA, etc. Moi, la vie, elle m'a guidé là-bas. Moi, j'étais le premier à dire jamais je quitterai la France. Après, entre nous, je suis 30-40% du temps en France, parce que je rentre souvent après tous mes combats. Je reste souvent 1 mois pour donner des séminaires à droite à gauche, etc. C'est pas pour des raisons fiscales. Voilà, non, pas du tout, mais pas du tout. En gros, moi, la fiscalité en France, c'est infernal, surtout depuis que je vis dans un pays. D'ailleurs, la Pologne, c'est pas du tout un paradis fiscal, mais c'est une fiscalité qui est normale, quoi.
Mais non, en fait, pour moi, la France, c'est avant tout les Français. Les gens, ils font une fixette, oui, il faut rester sur le territoire, sur le machin, mais en fait, je ne dis pas aux gens de partir. Mais en fait, si votre vie, elle vous guide quelque part, vous devez y aller. Et moi, je pense que je suis un fier représentant de la France. Surtout, en fait, ce que je fais dans le milieu que je fais et comment je le fais. Et en fait, moi, avant que je commence à faire des interviews, bah, j'étais déjà réserviste. Déjà, avant, j'étais sportif. Quand je faisais du judo, je représentais la France. Quand je boxais en Thaïlande, je représentais la France. J'étais réserviste en gendarmerie, je protégeais les citoyens, j'étais en France. Quand après je suis parti en Pologne, c'est pas parce que moi je suis pas polonais, je serai jamais polonais. Et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est une question, les Polonais ne se disent pas une seule seconde que je suis polonais. Même si un jour j'ai la nationalité, ce que je ne souhaite pas, voilà. Mais en gros, ils ont une conscience de leur identité qui n'est pas uniquement culturelle, etc. C'est aussi une origine ethnique, historique, culturelle, linguistique. Et c'est pas parce que je vis 10-15 ans en Pologne que ça y est, je me transforme en polonais. Donc en fait, je suis un invité. Voilà, comme je dis, ce que je dénonce, en fait, je me le sers à moi-même. Moi, en gros, je vis en Pologne, je suis un invité et c'est très bien comme ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que comme tu es un boxeur, tu es un combattant. Et il y a pas mal de gens qui disent, à un moment donné, si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans le pays, malgré tout, on y reste pour combattre auprès de ses concitoyens. Moi, je pense que j'ai beaucoup plus d'influence que tous les gens qui me dénoncent sur ça. Parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, déjà, on vit dans un monde digitalisé et on peut se permettre de faire ça. Et puis, je répète, est-ce que Christophe Colomb, il s'est dit, je suis plus... Alors pareil, je ne me compare pas au niveau du personnage, mais l'intention, quand il allait découvrir les Amériques, il se dit, ah, mais moi, je suis plus espagnol, ça y est, je suis dans mon bateau. Non, moi je suis français, peu importe où je pose le pied, je suis français, j'ai pas besoin de carte d'identité pour être français. Je prends ma carte d'identité, je la brûle, elle disparaît, je la perds, j'ai pas besoin, je serai toujours français. Les gens, ils vont savoir que je suis français, parce que je parle français, mes origines sont françaises, mon fils, il est tout beau comme ma femme et il parle français. Non mais il est polonais, ça. Oui, franco-polonais. Franco-polonais. Mais tu vois ce que je veux dire, en gros, pour moi, c'est un peu, je vais le dire, c'est de la stupidité, en fait. C'est de la stupidité. Et c'est souvent les gens qui n'accomplissent rien et qui sont là un peu comme les gens qui critiquent les combats, qui mangent leurs chips et qui regardent la télé. C'est ces gens-là qui me critiquent. Parce que tous les gens qui se battent réellement pour la France, donc les soldats, les gendarmes, moi je suis soutenu par les forces de l'ordre, vraiment, mais c'est incroyable le soutien que je reçois d'eux. Mais pourquoi? Parce que les gens qui sacrifient, ils comprennent en fait ce que moi je fais. C'est un bonheur de vivre en Pologne. Mais en gros, bien sûr, moi, j'aurais adoré pouvoir faire tout ce que je fais en France. Et c'est tout à fait possible. Mais en fait, moi, ma vie, elle a pris cette direction. Et maintenant, tu vois, j'ai une entreprise en Pologne, j'ai ma carrière, j'ai mes sponsors. D'ailleurs, j'ai aussi des sponsors en France. Mais en gros, ça me fait toujours beaucoup rire de voir des gens qui n'accomplissent rien et qui te critiquent en fait sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, tous les gens qui se battent réellement pour les Français, pour la France, en fait, ils ont rien. Moi, ils me disent rien, au contraire. À part me féliciter, ils ne me disent rien. Donc moi, je préfère écouter ces gens. Tu parlais de militaires, de rappeler que tu avais été réserviste dans la gendarmerie. Emmanuel Macron a annoncé il y a peu la création d'un service militaire volontaire de 10 mois. D'ailleurs, ça correspond à ton séjour en Thaïlande. Il a affirmé: notre jeunesse a soif d'engagement. Ça a été quoi ta réaction à cette annonce d'Emmanuel Macron? Je te demanderai ce que tu en penses. Ouais, alors j'ai vu de manière très très rapidement cette news. Je n'ai pas regardé comment ça allait se passer, etc. Comment dire, déjà pour moi, ils n'auraient jamais dû l'enlever. Voilà, déjà premièrement. Parce qu'en fait, par exemple, aujourd'hui, on parle de... Moi, je ne suis pas du tout pro-russe, très très loin. D'ailleurs, j'habite en Pologne, donc c'est compliqué d'être pro-russe quand on est en Pologne. Mais en gros, on commence à dire aux Français qu'on va aller se castagner avec les Russes. À tort ou à juste titre, je ne vais même pas rentrer dans le débat. Mais en fait, on ne peut pas, et ça revient sur le patriotisme, nationalisme, on ne peut pas demander en fait, à une nation de se dire bon, on va aller se battre si à côté on tacle le nationalisme et l'identité, et que en fait, pour aller se battre, il faut avoir des valeurs qui sont à droite, d'accord? Parce que pour aller se battre pour un pays, c'est du nationalisme, du patriotisme, être attaché à son identité, sa culture, sa langue. Il faut qu'il y ait un engagement. Voilà. Les poilus, ils ne se disaient pas est-ce que je suis nationaliste ou patriote. Et voilà, ils étaient là en mode pour la France, pour ma famille, et voilà, c'est tout. Et en fait, on demande à des gens, on exprime le désir qu'on va peut-être rentrer en guerre dans les années qui arrivent, mais de l'autre côté, en fait, on est sur
C'est la déliquescence de tout ce qui fournirait en fait cette résistance et cette volonté de se battre et de défendre sa patrie. Donc, en fait, on sape les fondations, puis après on se dit bon, je t'ai cassé la jambe, maintenant on va courir. C'est complètement illogique. Donc moi, je suis pas forcément contre. Après, il faut voir comment ça va se passer. Après, j'ai une confiance dans la République française qui est très très réduite et encore pire dans les. Alors non pas des représentants politiques, on est entouré de politiciens. En fait, c'est des gens de basse facture et qui n'ont d'intérêt en fait que leur propre intérêt, leur propre richesse. En fait, c'est des gens qui rentrent dans une sorte de réseau, de network et voilà, ils se font des échanges de bons procédés, ils progressent dans leur carrière politique, mais ces gens-là, ils ne pensent à aucun moment à la France. Et ils habitent tous en France d'ailleurs, ces gens-là. Et pourtant, ils ne servent pas la France. Et surtout, moi j'insiste, moi c'est que je ne me bats pas pour la France, je me bats pour les Français, pour mon peuple. Moi je me bats pour les gens qui m'ont éduqué. Je me bats pour les gens qui me soutiennent tous les jours. Je me bats pour ma grand-mère, je me bats pour ma mère, je me bats pour mon fils, je me bats pour toute ma famille, les gens de mon village. Moi j'ai été élevé comme un vrai Français, au milieu de Français, dans l'identité, la culture, la langue, les fêtes de village. Et en fait, c'est pour ces gens-là que je me bats. Et je me battrai toute ma vie pour eux. Et en fait, c'est ça que quand on regarde nos représentants politiques, et que je répète, qui habitent tous en France, hein, en fait, ces gens-là, ils ne se battent que pour eux-mêmes. Enfin, ils ne se battent pas, ils se waxent. Voilà, ils sont là à se limer, à s'enrichir. Voilà, parce que quand on voit voilà, parce qu'on parle combien touche un député, etc. Mais on voit quand on voit tout l'argent que ces gens ont. Parce que c'est pas juste, ils touchent leurs 5 000 € par mois. Après, ils ont des budgets pour ci, pour ça, etc. Puis surtout, il y a quelque chose. Moi, je suis un entrepreneur depuis que j'ai 22 ans. J'ai pas signé un contrat de travail depuis que j'ai 22 ans. Donc en fait, j'ai conscience que le réseau, c'est quelque chose d'important. Mais ces gens-là, ils se construisent un réseau. Puis après, ils sont plus députés, ils sont plus politiciens, mais ils vont dans tel think tank, et puis ils montent des boîtes, puis ils se font inviter. Puis c'est une vraie mafia, quoi. Qu'est-ce que tu penses d'Emmanuel Macron ? Je l'ai dit déjà. J'ai dit ce que je pensais lors de mon dernier combat. Je peux leur dire là ? Ouais, en gros, je l'emmerde, voilà, tout simplement. En gros, fuck Macron. En fait, ça faisait référence, tu dois pas connaître, mais en gros, ça fait référence à Renato Moicano, qui est un combattant de l'UFC, qui a combattu à Paris, contre Benoît Saint-Denis d'ailleurs. Et en fait, après sa victoire, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, ouais, en gros, vous avez un pays formidable. Et moi, j'ai trouvé lunaire qu'un Brésilien vienne dire ça et qu'il n'y ait aucun Français qui le dise. Il nous a enhancés, il a dit, vous avez une histoire incroyable. Je me suis baladé dans Paris, c'est incroyable. Et même moi, je suis un provincial, je ne connais pas Paris. Donc là, j'arrive, je découvre le Louvre, les Invalides. Je dis, mais c'est... Voilà, j'ai blagué tout à l'heure avec Georges, je dis, je ne savais même pas où c'était Enfin, j'ai jamais vu l'Arc de Triomphe. Donc en fait, je vois tout ça. Et c'est ce que dit Renato Moicano, c'est ce qu'il a dit. Il dit, mais en fait, vous êtes magnifiques, les Français, c'est incroyable. Par contre, vous avez un gouvernement infernal. Et c'est là, il a dit, fuck Macron, fuck les globalistes. Et du coup, c'est pour ça que moi, je tenais en fait à le dire. Parce que c'est pas possible qu'il y ait aucun combattant de MMA qui parle de ça, quoi. Et du coup, voilà ce que je pense d'Emmanuel Macron. C'est un politicien qui sera oublié aussi vite qui disparaîtra de la scène politique. Il fera partie de ces gens qui ont non pas, en fait, Emmanuel Macron ne sert pas la France ni les Français, il sert la République. C'est ce système-là. Si il était jugé sur ses performances et que la France était une entreprise privée, mais d'ailleurs tous les politiciens, parce que ça remonte à loin, peut-être des 30-40 dernières années, si on faisait un bilan comptable de juste ce qu'ils ont fait, mais c'est terrible ce qu'ils ont fait. Genre à aucun moment ils ont survécu uniquement sur le travail et le savoir-faire des Français. Parce qu'en gros on a quand même plein de bonnes choses en France. Mais à part désindustrialiser le pays, taxer le travail et la valeur ajoutée des travailleurs et des entrepreneurs, des deux. Ces gens-là n'ont rien fait. Et puis je ne parle même pas du côté idéologie. Ils ont leur propagande progressiste qui sont... on parle beaucoup de fanatisme religieux de nos jours, mais en fait, eux, c'est les plus grands fanatiques athées, laïques de notre ère, quoi. C'est des vrais communistes. En réalité, les gens... on m'a beaucoup dit non, mais Hugo, il n'y a pas de communisme en France. Mais en réalité, quand vous savez ce que c'est le communisme ou le néo-communisme, vous vous rendez compte qu'ils ont une sorte de radicalité dans cette forme d'anticléricalité. Ça fait beaucoup de thé, mais vous m'avez compris. Et en fait, ils sont très très radicaux. Et pour moi, c'est les fanatiques de notre époque.
Ces gens-là sont les fanatiques de notre époque, les progressistes, les égalitaristes, etc. Parce qu'ils ont leur vérité qui est incontestée. On ne peut pas la contester. C'est impossible. Ah non, mais tu dis ça, t'es contre ci, t'es contre ça, t'es un fasciste, t'es un nazi, t'es catholique, t'es un extrémiste, un fanatique. Mais il n'y a pas plus fanatique qu'un gauchiste ou un progressiste. C'est incroyable. Voilà. Et surtout, ils ont tous les outils de l'État, de l'éducation nationale pour raffermir et enhancer les valeurs de la République. Voilà. Moi, comme je dis souvent, je suis français et fier de l'être, mais moi, je ne suis pas un citoyen de la République. Moi, je ne suis pas monarchiste pour autant, je ne suis pas pour l'Empire pour autant. Moi, je suis pour les gens, un système qui servira les Français. C'est mon seul combat. Moi, c'est les Français. Je veux préserver mon peuple et me battre pour lui. C'est mon seul intérêt. En parlant de la jeunesse, puisque c'est destiné à la jeunesse, il disait qu'elle avait soif d'engagement. Est-ce qu'elle a vraiment soif d'engagement, comme il le dit d'après toi ? Moi, je pense de plus en plus. Parce que pour moi, ce venin progressiste, cette folie, elle est en train de disparaître petit à petit. En tout cas, je pense qu'on a touché le fond, on n'est pas loin. Et c'est en train petit à petit de disparaître. Il y a de plus en plus de gens qui sont fiers, qui expriment le fait qu'ils sont fiers d'être français, qu'ils sont patriotes, etc. Après, il y a toujours une guerre sémantique, pour moi, qui est un peu inutile. Voilà, ça fait partie un peu de la propagande de gauche qui sévit dans nos pays depuis des années. Voilà, et c'est cette diabolisation, comme on disait tout à l'heure, du nationalisme, etc. Mais moi, je pense que les jeunes, ils se rendent compte qu'il y a un problème et qu'ils sont à la recherche de leur identité, en fait, un peu, tu vois. Les zoomers, c'est comme ça qu'on les appelle, un peu, les boomers et les zoomers. Et en fait, je pense, surtout via les réseaux sociaux et via tout ce qu'ils voient un peu en France, les attaques terroristes, la sécurité qui descend, le problème économique, le chômage, les taxes, etc. Et juste avoir les statistiques, les intentions de vote selon les tranches d'âge. Voilà, et quand ils atteignent le mur où ils commencent à leur vie active, il y en a beaucoup, voilà, ils se posent des questions, et à juste titre. Donc moi, je suis un positif, je suis un, comment on appelle ça, optimiste éternel. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je crois toujours, et je reprends ce que Jean-Paul II a dit, qui était polonais, donc très connu en Pologne, qu'en fait, il faut être prêt à revenir avec Jésus et ses 12 apôtres. Jésus et ses 12 apôtres, ils croyaient en fait. Ils avaient la foi et ils ont répandu leur message. Et en fait, moi, même si demain, il y a des catastrophes qui arrivent en France que je ne souhaite pas, en fait, pour moi, il y aura toujours 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 millions de Français qui seront là. Et en fait, notre peuple, peu importe s'il va grossir, diminuer, se transformer, l'État disparaître ou perdurer, en fait, moi, il y aura toujours des gens qui voudront défendre l'identité, l'histoire, les racines de notre peuple. Il y aura toujours des gens comme ça. Moi, c'est avec eux que je combatte. Je recevais il y a quelque temps sur cette même chaise, sur ce même fauteuil, Éric Zemmour, qui disait que le christianisme était en danger de mort. Est-ce que tu partages ce point de vue ? Alors, je pense qu'en fait, c'est marrant que la France, en fait, qui a été la fille aînée de l'Église, soit attaquée autant sur sa foi originelle. C'est d'ailleurs la seule foi qui devrait vraiment être principale et majoritaire. Moi, en Pologne, j'assume totalement, en Pologne, c'est un pays catholique. Le roi de la Pologne, c'est Jésus-Christ, c'est officiel. Et c'est un bonheur de vivre dans un pays ouvertement catholique. Et moi, c'est le souhait que j'ai pour la France. Après, les gens, ils pensent que parce qu'il y a une religion officielle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autres religions, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous allez par exemple aux Émirats, c'est un pays musulman, mais vous pouvez être chrétien, juif, etc. Il y a des petites chapelles, vous pouvez aller prier, etc. Mais la religion dominante et celle qui décide, c'est la religion musulmane, mais c'est normal vu que c'est une terre d'islam. Et quand j'y vais d'ailleurs, j'ai des discussions très intéressantes avec les locaux qui sont souvent d'accord avec moi. Et oui, parce que c'est aussi des identitaires. Voilà. Vu que moi je ne suis pas un suprématiste, j'ai des bonnes discussions avec eux parce qu'en fait, ce sont mes égos et souvent je suis assez proche d'eux niveau discours parce qu'en fait, c'est des gens qui veulent la même chose que moi pour leur peuple. Et donc du coup, oui, je pense que le christianisme est attaqué, déjà en France, mais bon, depuis des années. Même si on est sur, comme on dit en boxe, un comeback qui est quand même pas mal, je pense qu'il y a le catholicisme renaît petit à petit en France.
Moi-même, j'en fais partie, hein, parce que j'ai toujours... pratiquant? Oui, bien sûr. J'ai toujours été chrétien. Je me sentais chrétien depuis toujours. J'ai pas été baptisé, malheureusement, quand j'étais jeune. Et du coup, en fait, je me suis toujours estimé chrétien. Si tu m'as demandé, il y a 10-15 ans, j'ai dit, oui, je suis chrétien. J'allais à la messe voilà, de temps en temps pour Noël ou à l'occasion le dimanche. Mais je n'étais pas du tout régulier, surtout je n'étais pas baptisé. Donc, mais en fait, du coup, quand je suis arrivé en Pologne et que j'ai vu en vrai ce que c'était vraiment la communauté du Christ dans un pays. Donc c'est paradoxalement la Pologne qui t'a plutôt ah bah oui. réconcilié Ah avec oui. la foi. Bah, c'est quand vous voyez, pas réconcilié parce que je n'étais pas fâché, mais qui m'a vraiment fait rentrer et qui m'a pas forcé, mais qui m'a conduit vers voilà, l'éducation religieuse, etc. En fait, c'est très simple. J'étais un peu voilà, je me renseignais déjà un peu avant d'aller en Pologne, et puis en allant en Pologne, j'ai dit bon, faut que je franchisse le pas. J'avais rencontré mon parrain, Karol, un Polonais, qui m'a dit écoute, si tu veux, moi je t'aide à te baptiser, etc. Et du coup, j'ai contacté l'abbé Raffray. L'abbé Raffray m'a renvoyé vers l'Institut du Bon Pasteur, qui a une paroisse à Varsovie. Et du coup, j'ai fait mon catéchisme. Et ce qui est marrant, c'est que l'abbé Raffray, de passage à Varsovie, m'a baptisé avec mon coach, Tristan. Du coup, c'est comme ça c'est l'abbé Raffray qui nous a baptisés en Pologne. C'est assez marrant cette histoire. Mais du coup, voilà. Et c'est incroyable parce que quand vous voyez vraiment tous les bienfaits de vivre dans un pays qui est... déjà, voilà, les Polonais, ils sont en majorité ethnique, c'est chez eux. Ils ont leur culture qui est préservée. Ils ont la foi, même s'il y a un peu de sécularisation. D'ailleurs, c'est en train de remonter un peu là, mais il y a eu un peu de sécularisation. En fait, en 5 ans, ça fait une petite courbe. Mais unité au niveau de la population, unité au niveau de la culture, forcément, des traditions, de la foi. Et en fait, tout ça, quand vous vivez dans une société comme ça, c'est incroyable en fait de voir ça. Du coup, moi, en voyant ça, je souhaite la même chose pour la France. En fait, mon message, c'est ça, c'est que en fait, le christianisme est attaqué en France depuis longtemps, dans le monde aussi. Hein. Voilà, on voit les massacres qu'il y a envers les chrétiens. Nous sommes le peuple, si je puis dire. Voilà, en gros, le peuple du Christ, c'est celui qui est le plus attaqué au monde. Donc je pense que, et en France notamment, et en fait je pense qu'aujourd'hui le fait que rien n'est fait, c'est un aveu de faiblesse, mais aveu de faiblesse qui n'est pas récent. En fait, c'est un aveu de faiblesse qu'il y a depuis des années de nos représentants politiques, qui laissent les choses faire, des fois par intérêt et des fois juste par conviction. Voilà, je pense qu'en fait, le fait que des églises se fassent détruire, qu'il y ait des actes ou de barbarie envers des prêtres, ou alors tout simplement comment on appelle ça ? Ils cassent des tombes, voilà, ils taguent, que sais-je, profanation, exactement. Moi, je pense que voilà, c'est une sorte de laxisme un peu avoué ou désavoué, ça dépend comment on voit les choses. En cette période de fin d'année, de Noël, c'est important pour toi de rappeler ça, et ça te choque par exemple que des crèches soient parfois attaquées, qu'on ne puisse pas... Parce qu'en fait, comme je dis souvent... mettre dans des mairies par exemple en France. D'ailleurs, j'ai vu un marché de Noël là en arrivant. Enfin, c'était du coup fête... je ne sais plus s'ils ont mis, mais c'était pas marqué fête de marché de Noël. En fait, c'est simple. Pour moi, la République est laïque, mais la France est chrétienne. Moi, j'ai le même avis qu'Éric Zemmour. On ne se connaît pas, désolé, donc Monsieur Zemmour. Et ouais, je suis tout à fait d'accord. En gros, même si on part du principe qu'il n'y a pas de religion dominante en France, voilà, si on est républicain, et que toutes les religions se valent, etc., mais quand même, notre histoire, en fait, on est un pays qui a été gouverné par les principes du Christ. Même nos valeurs, elles viennent du Christ. Moi qui ai beaucoup voyagé, je peux vous dire que non. Et ça, c'est typiquement, c'est comme je dis, de manière populaire, c'est un truc de blanc, c'est un truc d'occidental. On pense que tout le monde est pareil. Ah non, mais bien, mal, mais c'est faux. Dans le monde, il y a des gens qui pensent que ça c'est bien, ça c'est mal, et nous on pense l'inverse. Donc en fait, quand on sait ça, qu'on a voyagé, qu'on n'a pas arrêté d'être français en franchissant la frontière, qu'on a découvert un peu le monde, d'autres personnes, en fait, on se rend compte que nos valeurs, elles ont des racines. Donc elles ont des racines qui viennent, qui sont européennes, occidentales, mais aussi des racines qui viennent du Christ, de l'Église. Et en fait, ces deux-là, on les a fusionnés, et c'est nous. Donc même si aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient plus en Dieu, il faut qu'ils aient conscience qu'ils portent en eux les valeurs du Christ. Donc du coup, c'est tout à fait normal qu'on fête Noël et qu'on appelle ça Noël.
C'est tout à fait normal qu'on fête la Toussaint, etc. Et puis aussi, il faut se prendre en compte quelque chose, c'est que si la République est laïque, elle doit aussi respecter les catholiques et les chrétiens. Donc en fait, pourquoi appeler la fête de Noël... T'as l'impression qu'ils ne sont pas respectés. Pourquoi appeler la fête de Noël une autre fête si, à part manquer de respect en fait aux gens qui ont la foi, et manquer de respect à tous les Français d'ailleurs, et envers leur histoire. Il n'y a aucun autre intérêt, parce que, par exemple, moi, je vais souvent aux Émirats, parce que j'ai des combattants qui combattent là-bas. Je pense à mon copain Slimane, je lui fais un coucou. On va là-bas, c'est un pays musulman. Si par exemple, le matin, il y a l'appel à la prière, je ne vais pas me ramener avec une pancarte en mode, les insulter et dire « ouais, votre appel à la prière, ça m'empêche de dormir ». Voilà, même moi, ça m'intéresse. Enfin, c'est bien, c'est beau, c'est leur pays, ils font ce qu'ils veulent. Si c'est demain l'Aïd, si ils font le jeûne, le ramadan, etc., mais c'est très bien, c'est chez eux. Moi, je ne vais pas me ramener et gueuler parce que personne mange. Voilà. Et en fait, c'est exactement la même chose. Pour moi, la fête de Noël, ça appartient aux chrétiens, aux catholiques et à ceux qui respectent nos traditions. Si c'est pas votre truc de respecter ça, si vous voulez pas en fait respecter ça, restez sur le côté. Ici, c'est chez nous. On fait comme on a toujours fait et c'est très bien. Si vous voulez profiter, par exemple, je pense pas qu'un Chinois ou un Japonais qui arrive dans un marché de Noël, il est choqué. Non, il est là, il est content, il va découvrir. Au contraire. Voilà, et c'est bien. Il va tester un peu les nourritures qu'il y a, il va boire du vin chaud, il va découvrir ce que c'est le marché de Noël. En fait, c'est complètement illogique. C'est une perversion, en fait, et c'est vraiment une insulte. Les gens doivent le prendre comme une insulte. C'est une insulte, en fait, envers le catholicisme, envers les Français, leurs traditions. C'est-à-dire, en gros, on crée une fête, on l'a perverti un peu, c'est un peu pour tout le monde. On prend le shaker, on mélange tout, et il n'y a plus rien qui compte, quoi. C'est ce que j'appelle le nihilisme, en fait. C'est le relativisme permanent. Rien n'a de valeur. La fête de Noël, oui, ça devient la fête de fin d'année, la fête de Tartampion. Et puis demain, en fait, un Français, d'ailleurs aujourd'hui, question fondamentale, c'est quoi un Français ? Mais vous savez que les Polonais, ils ne se posent pas une seconde cette question tout au long de l'année. Et d'ailleurs, je vais dire quelque chose aux gens. Personne ne se pose ce genre de questions. Dans le monde entier... C'est vrai, je ne sais plus qui disait personne alors, si on va au Maroc, on ne se demande pas ce qu'est un Marocain. Bien sûr, mais personne ne se pose ces questions. Personne. Même, tu vois, parce que voilà, tu sais, moi, il y a beaucoup de gens, ils me mettent des casquettes, des colifichets de nazis, fascistes, suprématistes. Mais vous allez au Guatemala, un Guatémaltèque, il sait qui il est. Hein. Il n'a pas besoin qu'il y ait BFM TV et les filles ou je sais pas quoi pour lui dire qui il est. Il sait très bien qui il est. Moi, je vais arriver, je vais lui serrer la main et il va regarder ma moustache. Il connaît un peu la France. Il va dire « Ah, moustache, France, Edith Piaf. » Et voilà. Mexique, c'est pareil. Et ils vont faire des clichés sur les baguettes et les béats. Mais moi, ça me fait plaisir, je m'en fous. Parce que c'est nous, tu vois. Et en fait, c'est vraiment une question typique. Et ça prouve en fait que la déliquescence. Il y en a un qui était brocardé, Jean Dujardin, parce que tu savais, avec son béret et sa baguette quand il avait été critiqué. Enfin, c'était incroyable. C'est ridicule. En plus, je pense que Jean Dujardin, c'est pas du tout un militant politique ou que c'est juste quelqu'un qui aime la France. Voilà, c'est quelqu'un, déjà, c'est un grand talent, c'est un très bon acteur. Et vraiment, qu'on attaque ce genre. En fait, la gauche, comme tout poison, tout cancer, s'envenime. Et de plus en plus, vous n'êtes jamais assez à gauche. Voilà, vous devez renier, toujours se renier de plus en plus. Et aujourd'hui, on voit que même les gens qui se renient, c'est pas assez. Non, de plus en plus, il faut se renier. Jusqu'à, en fait, c'est ça le nihilisme, en fait. C'est jusqu'à le magma progressiste où il y a tout le monde qui est mélangé, il y a personne qui vit ensemble. Hein. Mais il y a toujours tout le monde qui est mélangé, il y a rien qui va, quoi. En fait, moi, je dis à tout le monde, c'est ça mon message. C'est un peuple, une nation. Tous les peuples de la Terre méritent d'être là, mais nous, on est un peuple, et on mérite d'être là, et ici, c'est chez nous. C'est nos règles. Si demain, la Pologne, ils disent « on veut plus de Français sur mon territoire », je partirai. Je ne suis pas polonais. En fait, je me sers la soupe que je donne aux autres. En gros, c'est pas mon pays, la Pologne. J'adore être là-bas. Mon fils est franco-polonais, ma femme aussi. Si les Polonais veulent bien, je vais encore être un invité pour très longtemps. Je suis très content de vivre là-bas, mais je suis un invité.
Un Polonais qui est là depuis... mais même si demain j'ai ma nationalité polonaise, un Polonais qui est là depuis 4, 5, 6, 7, 8 générations, mais il aura 10 fois plus, pour moi, de valeur et de... Voilà, l'opinion qu'il exprime sur la Pologne aura plus de valeur, parce que c'est chez lui ici depuis des centaines d'années. Mais c'est tellement naturel. C'est comme si tu m'invites chez toi, Eric, et la déco me plaît pas. Bah, je vais la changer. T'as le droit de rien dire. Mais l'analogie en fait avec la maison et l'invité, elle est très compréhensible et je pense qu'elle est bonne. Et en gros, je vais pas changer ta déco, je viens chez toi, je respecte, je suis un invité et après, bah, je repars. Voilà, c'est tout. Tu dirais que notre civilisation est en danger ? Oui. Déjà, d'un point de vue démographique, d'ailleurs, c'est un de mes grands combats. Pareil, en gros, j'incite les gens à faire des bébés. Bon, ça fait un peu stupide quand vous le dites comme ça, faites des bébés. Cette injonction, en fait, la démographie, quand vous regardez d'un point de vue historique, c'est ce qui détermine les peuples et les civilisations. C'est très simple. Donc en fait, si les gens qui nous regardent, vous avez prévu de ne pas faire d'enfants, alors d'un point de vue personnel, c'est une tragédie parce que vous n'aurez aucun héritage. En fait, vous allez, même pour les gens qui ne croient pas en Dieu, l'éternité, en fait, elle est même génétique. En gros, vous faites des enfants, bah, c'est les gènes de vous et de votre partenaire qui se lient. Déjà, il n'y a rien de plus beau en fait d'un point de vue personnel, voilà, je trouve. Quand vous voyez votre enfant et vous voyez en fait une part de vous et de votre compagne, il n'y a rien de plus beau, quoi. C'est incroyable. Et en fait, si vous ne faites pas d'enfants, bon, c'est ça, c'est vrai, vous allez profiter, vous allez partir en vacances, ce qui est aussi possible quand on a des enfants, mais bon, bref. C'est vrai qu'on a moins de temps pour nous. Mais en fait, vous allez passer à côté de quelque chose qui est formidable, c'est la transmission de vos gènes, mais aussi de votre culture, de vos idées, voilà, de vos valeurs, et d'un point de vue plus macro, sur l'État et la civilisation, bah en fait, si vous aimez être français, voilà, je parle pas à des léfistes ou que sais-je, je parle à des gens de droite, là, des gens qui ont des valeurs, voilà, qui respectent notre identité, notre culture, etc. Si ces gens-là n'ont pas prévu de faire des enfants parce que c'est dur, parce qu'il y a des taxes, voilà, moi je rappelle, vos ancêtres, ils vivaient dans la terre. Voilà. Les gens avant, ils n'avaient rien, ils faisaient quand même des enfants. Une petite précision. Et en fait, si vous aimez tout ça et que vous ne faites pas d'enfants, en fait, vous-même, vous allez détruire notre civilisation. Et là, je ne parle même pas d'immigration, je ne parle même pas de politique ou que sais-je. En fait, les gens qui ne font pas d'enfants, c'est des gens qui détruisent notre civilisation. Parce qu'en fait, vous n'allez pas produire des Français, par exemple, voilà, pour les Français, et du coup, ces Français-là ne vont pas pouvoir faire perdurer notre langue, notre civilisation, etc. Donc en fait, le fait qu'il y ait moins de 2,1, je crois, le bon taux au niveau de la démographie, donc 2,1 enfants par femme, donc c'est 3, il faut en faire 3. Et en fait, c'est vous qui créez la destruction en fait, de notre civilisation. C'est pour ça, moi je suis parce qu'il y a beaucoup de gens, ils critiquent, alors moi je suis très critique envers les politiques, mais voilà, on entend des gens critiquer voilà, les étrangers, les machins, mais en fait le problème avant tout, il vient de nous. Et en fait ce désir, parce qu'il y a des problèmes matériels. Tu veux dire qu'on n'incite peut-être pas à faire des enfants ? Voilà, en fait il y a un problème matériel. Le fait d'avoir des enfants aujourd'hui, ça peut être problématique parce que voilà, il n'y a que 3 mois de congé maternité, donc ça c'est du matériel, l'argent, les taxes, les loyers trop élevés, etc. J'entends. En fait, si vous voulez, moi, tous les gens que je connais qui veulent vraiment des enfants, ils ont des enfants. Peu importe leur situation financière. Oui, il y a des sacrifices. Mais la vie, elle est faite de sacrifices. La vie, ce n'est pas justement le nihilisme où c'est que du bonheur, c'est que du confort. En fait, pour savourer la vie, il faut traverser en fait, des moments de travail et de dureté. C'est ça la vie. Et en fait, pourquoi les gens aujourd'hui n'ont plus d'enfants ? En fait, ça, c'est à cause de la propagande et de la dégénérescence gauchiste et communiste qui a pris possession de la France. Et cette propagande en fait, qu'on a depuis des années, l'individu, le confort, l'homo deus, l'homme-dieu, et en fait c'est ça en fait, qui tue les gens. Parce que quand on leur dit aux gens qu'ils sont l'être le plus important d'eux-mêmes, qu'ils se ressentent sur eux, qu'il faut se... Voilà, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de soi, tu vois, c'est important. Mais en gros, quand on rend les gens égocentriques, à la fin on se dit mais pourquoi faire des enfants ? Ça va être dur, un peu pour rien. En fait, ces gens-là, c'est diabolique. Vraiment, c'est diabolique. Et surtout, c'est stérile. C'est stérile. Et surtout, ouais, c'est stérile. Et j'ai envie de dire, d'ailleurs, même aux gens de gauche qui nous écoutent, vous allez perdre
parce que vous ne faites pas d'enfants. Il y en a qui font des enfants, mais quand même, on va dire, la vibe, c'est quand même de ne pas faire d'enfants. Mais en fait, c'est pour ça, les gens de droite, les gens qui sont attachés à la France. Aujourd'hui, c'est presque, c'est même pas faire d'enfants. On voit des jeunes filles qui sont. On va carrément aller les tuer. Hein. Voilà, c'est l'avortement comme ça, là, en mode il n'y a pas de règles. Je sais pas moi, 20 semaines, 25 semaines, 30, on s'en fout. C'est leur souhait. Toi, t'es contre l'avortement ? Tout à fait. Alors, en fait, moi, je suis contre l'avortement de confort. Pour moi, en fait, l'avortement, c'est un acte médical. Tu vois, tu choisis pas de prendre ou pas ta chimio. Donc, t'es pas contre l'avortement dans des cas de non, viol pas du tout. Alors, moi, je suis tout à fait pour l'avortement quand c'est vraiment, voilà, le bébé, en gros, il est en train de tuer la mère ou des circonstances comme ça. Quand il y a des malformations ou que vraiment il y a une infection type, voilà. Ça, quand il y a vraiment une nécessité médicale, que l'un ou l'autre est sur le point de mourir, là, je suis pour un avortement. Voilà, parce que mais c'est un acte médical. C'est comme si tu as le cancer, tu prends ta chimio, et voilà, c'est vraiment quelque chose, ça reste tragique, quelque chose de dramatique, mais voilà, là, je comprends. Mais par contre, le confort, donc en gros, très clairement, vous supprimez une vie, tout ça parce que vous avez eu du plaisir sexuel non protégé, mais rien que déjà ça, est-ce qu'on juste poser à plat d'un point de vue moral ce que c'est. En gros, pour parler franc, hein, parce que moi je suis quelqu'un de très franc, un coït versus la vie d'un être humain. En fait, c'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Alors ils essayent de s'excuser mentalement. Oui, ce n'est pas encore un être humain, il n'est pas né, mais en fait, vous tapez vidéo, avortement, sur YouTube, sur Google, photo, avortement, vous allez voir ce que c'est. C'est du démembrement, en fait. Littéral. On démembre l'embryon, mais qui est un enfant, qui a forme, voilà, plus ou moins humaine, et on le démembre, on l'aspire, voilà, c'est immonde, quoi. C'est un meurtre, tout simplement. Et pour le viol, même moi, j'ai pas la réponse, parce qu'en fait, d'un côté, c'est la dualité. D'un côté, la femme, c'est horrible de porter le fruit d'un viol, ou en cas d'inceste ou que sais-je, c'est horrible. Et jamais, moi, je ne jugerai une femme qui a avorté dans ce cas-là. Jamais. Parce que moi, je suis un catholique, j'aime les femmes, comme tous les catholiques, parce qu'on aime la Vierge Marie, on aime voilà. Moi, un de mes objectifs de vie, c'est de protéger les femmes de ma vie. Voilà. C'est les femmes qui sont proches de moi et les femmes qui sont de mon peuple. Voilà, parce que je pense que c'est important aujourd'hui aussi que l'homme y revienne sur le devant pour protéger nos femmes, surtout dans la situation où on est. Mais par contre, d'un autre côté, je me dis, l'enfant qui est né de cet inceste et de ce viol, il y est pour rien. En gros, lui, il n'a rien demandé, il va sortir, il ne sera responsable de rien. Donc en fait, on va tuer un être innocent également. Donc c'est pour ça que dans cette situation, moi, je ne me prononce pas, mais je ne jugerai personne. Je ne jugerai personne. Parce que c'est un choix que je prie. Touche du bois, il n'y a pas du bois, pour que jamais je ne sois face à quelqu'un qui ait fait ça et qui me demande un avis, parce que c'est horrible. Mais je ne jugerai vraiment personne qui a fait ça. On revient au patriotisme. Aujourd'hui, aborder le drapeau français, c'est assimilé par certains, voire par beaucoup, à l'extrême droite, la fameuse extrême droite. On a vu ces derniers mois des drapeaux français arrachés dans des manifestations. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça ? Pourquoi est-ce que le drapeau français est devenu un symbole aujourd'hui presque controversé, quoi. Alors, pareil, même encore. Toi, lors de tes combats, je veux dire, Bien sûr. Ouais, puis moi, j'ai même des drapeaux avec des emblèmes dessus. Donc là, la dernière fois. Toi, tu t'en rajoutes, toi. C'est ça. C'est quoi les emblèmes dessus ? Alors du coup, mon premier combat, c'était Espoir et Salut de la France, le Sacré-Cœur de Jésus. Et le deuxième, là, pour Lyon, quand j'étais en mai, là, j'ai utilisé, en mai et en novembre, j'ai utilisé le même drapeau. Et en novembre, je l'ai réutilisé. Je voulais en utiliser un autre, mais je l'ai réutilisé parce que c'était pour le 11 novembre. C'était pour l'armistice, je combattais le 15. Donc, du coup, je dis, je vais prendre celui-là. Et en fait, j'ai pris un drapeau avec les armoiries des poilus. Donc, c'est Colin Simon. C'est un de mes sponsors et c'est lui qui fait mes drapeaux. Et du coup, voilà, je voulais... C'est pas de la provoque, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent dire que, voilà, est-ce qu'on a encore le droit, d'ailleurs, de faire ça sans être taxé de Bien sûr, moi, pareil, je suis un être humain normal. Et donc, ceux qui pensent ça, en fait, c'est ça qu'il faut renverser en France. Ceux qui pensent ça, moi, j'ai pas à me justifier de faire ça. C'est ceux qui pensent ça qui doivent se justifier, parce que cette pensée-là, dans le monde entier, elle est anormale. Je répète, moi, en Pologne, pour la célébration du 11 novembre,
Il y a vraiment, mais c'est des gens de gauche, et économiquement, ils sont socialistes, etc. Ce que je respecte, parce que moi, en réalité, je respecte la gauche, c'est les gauchistes que je ne respecte pas. Moi, des gens qui veulent plus de social et de charité, je suis catholique, j'ai rien contre. Mais en gros, là, vraiment, j'essaie de vous envoyer les images. Vraiment, ça fait procession. Oui, je vois très bien à quoi tu fais allusion. Flambeau, drapeau, etc. Une peur d'être fier d'être français. Si, mais d'où elle vient? Ça qui est intéressant. D'où ça vient, ça? Et en fait, pour moi, c'est cette propagande en fait républicaine qu'on a, qui est gauchiste. Voilà. Après, là, la question, c'est où est la gauche en France? Est-ce que le centre, c'est la gauche? Voilà, tout ça. La fameuse fenêtre d'Overton. Pour moi, voilà, la France, la fenêtre d'Overton, même si elle se recentre, en réalité, elle ne va pas à droite, elle se recentre, elle est extrêmement à gauche et les gens ne se rendent pas compte à quel point, en fait. Donc du coup, en fait, pour moi, la question, je ne vais même pas donner une réponse, juste demandez-vous et renseignez-vous d'où vient cette peur du drapeau. Est-ce que vous trouvez ça normal de ne pas... Parce qu'en fait, le drapeau républicain, déjà de base, c'est pas quelque chose de très fasciste. Quand vous regardez les valeurs de la République française, etc., je suis désolé, déjà, j'ai envie de dire, c'est gauchiste que la République française, la Révolution, c'est quand même à gauche. C'est pas, vous avez bouté les monarchistes hors du pouvoir. Donc en fait, de base, c'est une révolution de gauche. Donc déjà, être avec un drapeau bleu, blanc, rouge, c'est tout sauf fasciste. Le bleu, blanc, rouge, c'est révolutionnaire. Donc en fait, je vois pas pourquoi... Mais tu te rends compte de la gravité du truc, on en arrive à devoir se justifier. C'est ça. De pouvoir arborer un drapeau français. Là, je pense que la prochaine fois, juste pour être taquin, je vais me ramener avec des armoiries de l'Empire, ou alors même, je vais me ramener avec un drapeau monarchiste. Juste pour faire comprendre, parce que en fait, moi, j'aime toute la France. La République, j'en suis moins fier, mais quand même, il y a des choses qu'on a fait qui sont bien. Je suis très fier de nos poilus, et pourtant, on était sous la République. Voilà. Mais en fait, moi... ce qui m'importe le plus, comme je le dis, c'est le peuple français. Mais je n'ai aucune honte à venir, au contraire, avec des armoiries monarchistes. Et d'ailleurs, peut-être que je le ferai. Voilà. Ça sera pour être taquin aussi un peu. Parce qu'en fait, il faut montrer, et surtout dans mon milieu, qu'eux, ils ont le droit d'être de gauche. Voilà. Ceux qui pensent être de gauche, dans n'importe quel milieu, ils ont le droit. Mais moi, j'ai le droit d'être français, d'être de droite et fier. Parce qu'en revanche, côté drapeau, si tu arbores un drapeau palestinien, par exemple, en France, là, ça pose aucun problème. Et pourquoi? Ça, pareil, pourquoi c'est admis? Parce qu'en fait, en France, on a cette mentalité qui nous était instaurée, et pareil, ce qui est gauchiste, c'est le nationalisme, c'est pour les autres. Mais moi, je dis, si vous voulez mettre un drapeau palestinien, même si vous êtes pro-palestinien et que vous êtes anti-israélien, etc., mais mettez-le, votre drapeau, mettez-le. Les gens vont vous juger, mais comme tout le monde. Mais en gros, c'est votre combat. Après, il y a quelqu'un qui vient avec un drapeau israélien, il le met, très bien, parce que moi, c'est pas mon combat, tu vois. S'ils ont leur identité, ils se battent pour leur identité. En ce moment, maintenant, il n'y a plus la guerre. Grâce à ce fasciste de Trump, d'ailleurs, tout le monde essaye d'interrompre la guerre et le seul qui arrive, c'est un fasciste, un terroriste, que sais-je, de droite. Mais en fait, ils ont leur combat, ils l'affichent, ils en parlent, mais c'est leur problème. Bien sûr, on est en France, normalement, il devrait avoir ni l'un ni l'autre. Parce qu'en vrai, les seuls combats qu'il devrait avoir en France, c'est nos combats. D'ailleurs, en Pologne, il y a des fois des manifestations. Ils arrivent à réunir 100, 200 gens de gauche pour faire des manifestations pour la Palestine, etc. Mais pour moi, en fait, c'est des combats qui n'ont rien à faire sur le sol français. Parce qu'en fait, on est français. Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas avoir un avis sur le Non, mais par exemple, d'arborer le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale... C'est un scandale. C'est un scandale. Parce qu'en fait, ça n'a rien à faire, rien à faire là-bas. Je n'ai pas de souvenir récent qu'on ait montré un drapeau français. Et puis, mais même s'il y avait un drapeau vietnamien... tu réagirais pareil. En fait, c'est... Pas lié à ce drapeau-là en particulier. Non, c'est qu'en fait... à l'Assemblée nationale en France. On est chez nous. C'est chez nous. Déjà, en plus, à l'Assemblée nationale, on est censé traiter des problèmes internes quand même. Un minimum. Voilà, donc en fait... quand on voit Aymeric Caron, il est député du 18e, mais il parle que d'Israël-Palestine. Oui, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, en fait, on est entouré de politiciens. D'ailleurs, c'est aussi le problème de la... C'est l'électoralisme. Voilà, c'est l'électoralisme. Et d'ailleurs, ça, c'est... Jean-Luc Mélenchon. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est le problème de la démocratie. C'est qu'en fait, la démocratie favorise un peu cette transformation
en fait, des hommes politiques aux politiciens. Parce que de facto, ils sont obligés de séduire et de convaincre les gens, parce qu'il y a des votes tous les 2 ans et demi, 3 ans. Et donc du coup, en fait, il y a une stratégie électoraliste, et c'est pour ça qu'on a vu, d'ailleurs, je suis en train de lire le livre de Rodolphe Carr sur Mélenchon. Mais on voit que Mélenchon, en fait, il a zigzagué enfin pas de droite à gauche, mais il a zigzagué à gauche, quoi, selon les grés et selon en fait la tendance politique pour évoluer. Et c'est exactement ce dont je parle en fait quand je parle de politiciens, c'est qu'en fait aujourd'hui, on est entouré de gens qui ont fait ça toute leur vie. La plupart, ils ont zigzagué de gré ou de veau, telle une girouette selon le sens du vent, pour progresser. Donc ces gens-là, en fait, ils n'ont pas de fondement idéologique. C'est des gens, ils sont là, c'est des professionnels de la politique qui sont là en fait pour leur propre intérêt. Ils sont pas là pour nous. Donc en fait, ces histoires de drapeaux, c'est pareil. En fait, c'est comme l'identité française. En Pologne, on ne se pose pas la question. Ils ont bien raison. Alors, pour revenir à ton sport, à ton activité, justement, bon, on t'en a beaucoup parlé, mais j'aimerais quand même qu'on en reparle un petit moment. Bien sûr. Il y a un autre combattant de la MMA très en vue, c'est Benoît Saint-Denis, lui aussi d'ailleurs ancien militaire. Il a été invité récemment sur le plateau de Quelle époque, l'émission de Léa Salamé, et il a dénoncé une récupération politique de l'extrême droite. Il a affirmé, je cite, « Je suis patriote, j'ai l'amour des miens, mais je ne suis clairement pas nationaliste, je ne suis pas politisé », a-t-il affirmé. Tu as réagi justement, je le disais, à ses propos sur X, avec un tweet qui a fait près de 3 millions de vues. Est-ce que tu peux nous redire en quoi ça t'avait choqué? En plus, c'est un ami, tu le disais, tu le connais personnellement. Je connais tout à fait. En fait, j'ai fait ce tweet pour qu'on arrête un peu de me casser les pieds, parce que beaucoup me taguaient. Ah, c'était couillu, je trouve, plutôt moins à l'inverse. Non, mais qu'on me casse les couilles, pour dire clair, mais des deux côtés, tu vois. L'objectif est atteint, là, parce que... Non, mais en fait, le truc, je voulais remettre les choses au clair. Déjà, premièrement, moi, Benoît, c'est pas un ami. En gros, je me suis entraîné avec, je le connais. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Sportivement, il est largement plus haut que moi dans le sport et il est top 10 UFC. Donc, il est vraiment très, très haut dans le sport. Bon, bien sûr, je vais y arriver à ce niveau. Mais en gros, rien que pour ça, je le respecte. Bien sûr, je respecte. Moi, je suis ancien réserviste. Lui, c'est ancien des forces spéciales. Voilà, donc il faut respecter ça. Il est père de famille. Il a 2 enfants, une femme. Il est catholique, il a la Jeanne d'Arc tatouée sur lui, une croix de Templier sur le pectoral. C'est une image formidable pour la France. Et il représente, vraiment, il donne une image de la France qui est incroyable. Maintenant, sur en fait, cette dichotomie patriotisme-nationalisme. Moi, ce qui m'énerve, en fait, je respecte le choix de Benoît. C'est un choix qu'il pense, je pense, vraiment, je crois vraiment qu'il y croit à tout ça. Mais en fait, pour moi, en fait, pour moi, Benoît, il est patriote et nationaliste. Déjà, pour faire partie des forces spéciales, il faut vouloir, c'est pas juste de l'amour, il faut vouloir défendre sa patrie, et donc c'est du nationalisme, déjà de base. Parce que les gens, ils méconnaissent en fait la vraie définition de nationalisme. Un nationalisme modéré, c'est pas du suprématisme, ça veut pas dire qu'on veut envahir son voisin, ça veut pas dire qu'on méprise ses voisins. Un bon nationaliste respecte le peuple d'en face, il respecte ses voisins. Pour revenir à la maison, pour avoir des bonnes relations de voisinage, voilà, chacun a sa maison, on respecte les règles et on aime bien ses voisins et tout se passe bien. Là, c'est la même chose. Et en fait, c'est reprendre le langage de la gauche et c'est en fait aller sur ce plateau télé et un peu s'expliquer, quoi. Faire un peu, oui, non, mais moi, je suis pas... En fait, comment tu expliques ça? En fait, Benoît, il veut juste dire qu'il n'est pas politisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas... En soi, moi, c'est pareil. Moi, je suis rattaché à aucun parti. Et il veut dire, en gros, que voilà, il est là pour représenter la France, défendre les valeurs de la France, et c'est tout. Mais en fait... Si tu as un message à lui adresser, ce serait lequel? Tu lui as parlé depuis ou pas? Non, c'est pas parlé. Bon, mais là, si tu l'avais devant toi... Moi, honnêtement, je dis, Benoît, ne change pas. Reste pareil, mais juste, en fait, t'as pas besoin de t'expliquer. Parce que, vous voyez, par exemple, les combattants musulmans qui sont en France, les combattants qui ont une autre religion, qui ont une autre nationalité, ils vont pas sur les plateaux s'expliquer comme ça. Ils vont pas s'excuser d'être musulmans ou s'excuser d'être tchétchènes ou algériens. Ils sont fiers, mais c'est très bien. Ils n'ont pas à s'expliquer. Moi, je leur demande pas de s'expliquer. Mais en fait, pour moi, Benoît, c'est pareil. Il n'a pas à s'expliquer. Donc moi, en fait, je vais enverrai un message d'ailleurs. Ouais. En gros, pour moi, en fait, c'est ça. C'est que on n'a pas à s'expliquer. Je vais te citer tes propres mots. Je n'ai aucun intérêt à aller me justifier devant des journalistes de gauche qui méprisent les Français, notre histoire, notre peuple et notre identité. C'est ça. Est-ce que tu penses de Léa Salamé, par exemple? Oui, pour moi, c'est exactement ça. C'est des gens, ils nous méprisent. Et d'ailleurs, en fait, pour revenir sur Benoît... C'était Hugo Clément, en l'occurrence, qui lui avait posé la question.
Bon, je préfère Hugo Clément, aller Salamé, mais en gros, pour moi, c'est en le producteur de l'émission, au passage. Je ne suis pas du tout, mais tu peux m'inviter, Hugo, si tu veux, si tu le souhaites. Je viendrai avec plaisir. Bon, je ne dirai pas la même chose, mais je viendrai avec plaisir. Paradoxalement, tu vois, tu n'es pas invité. Ouais, c'est bizarre. Et d'ailleurs, pourtant, moi, je suis quelqu'un de... En fait, c'est ça aussi. Moi, je suis dans les sports de combat depuis des années. Donc, bien évidemment, j'ai côtoyé des gens qui n'étaient ni de mon ethnie, ni de ma culture, ni de rien. En fait, moi, je suis respecté de partout où je suis allé. Parce que moi, je respecte la personne qui est en face. Et moi, je demande juste à ce qu'on me respecte. Quand tu abordes ce drapeau français, il n'y a pas des sportifs qui viennent te voir après en disant... D'ailleurs, c'est marrant parce que ça, c'est que sur Twitter ou les journalistes. Parce qu'en réalité, moi, par exemple, au KSW, il y a des combattants musulmans, mais ça se passe très bien avec eux. Parce qu'en fait, ils comprennent. Voilà. Ils savent. Quand tu as gagné, tu es fier de... Voilà. D'ailleurs, il y a souvent des gens qui viennent et qui me disent « Ouais, Hugo, tu as raison, il faut continuer. » Ils ne sont pas français. Hein. Et en fait, c'est ça que moi, je veux dire aux gens qui s'excusent. C'est même pas tellement Benoît, parce que moi, je veux pas qu'on m'antagonise à Benoît, parce que vraiment, c'est quelqu'un de valeur que j'apprécie. Je suis allé m'entraîner chez lui à Bayonne, il m'a super bien reçu. C'est quelqu'un de bien, je pense, fondamentalement. Et c'est quelqu'un qui a nos valeurs en plus, vraiment. C'est quelqu'un, là, c'est un patriote, c'est un gars, il aime le terroir. Donc ça sert à rien de l'attaquer. Par contre, sur tous les gens, les sportifs, les politiques, et même il y a beaucoup de politiciens et d'hommes politiques qui s'excusent un peu d'être patriotes, bon, nationalistes, ils ne le disent pas. En fait, quand ces gens-là ne vous aiment pas, parce que vous êtes patriote. Donc en fait, le fait que vous dites je ne suis pas nationaliste, ça ne change rien. Parce qu'en fait, pour eux, c'est la même chose. D'accord ? En fait, le patriotisme, c'est l'amour de la patrie, et le nationalisme modéré, c'est la défense de la patrie. Quand vous aimez quelque chose, vous le défendez. C'est tout. Très loin. Voilà, en gros, c'est tellement logique et c'est humain, quoi. Petite parenthèse, là, on parlait de médias. Quel est ton regard sur les médias du service public ? Parce que là, il y a un vrai sujet. Il y a une commission d'enquête en ce moment. Sur justement tout ça. C'est un peu trop à gauche. Ouais. Non, mais voilà, c'est intéressant d'avoir ton opinion, parce que je te rappelle que si tu es français, tu participes donc indirectement, puisqu'il n'y a plus de redevances, mais en tout cas, tes impôts participent à financer ces médias du service public. Tu parlerais de mépris aussi pour les médias de service public ? Il y a juste à écouter, ne serait-ce que... Parce que tu as été invité, là, on ne va pas citer les médias où tu as été invité, mais que sur des médias ou Internet, ou en tout cas des médias, on va dire, classés entre guillemets. Alors je tiens à remercier, juste j'ai cité un seul média, mais qui n'est pas à droite, pas plus. C'est Le Progrès. Bon, c'est très connu, c'est un journal. Bien, ouais. Et en fait, il y a un journaliste du Progrès qui est venu... PQR, presque quotidien régional. Oui, exactement. En fait, il y a l'article, un très bon article écrit, vraiment super. Ils sont venus, le journaliste est venu, et vraiment, il a fait l'effort et puis c'est vraiment, voilà, j'ai senti qu'il n'était pas comme moi, pas de droite, mais il a fait un effort journalistique. Il m'a interrogé sur moi-même, qui j'étais. Et l'article est super. Parce que c'est moi. Vraiment, l'article, c'est moi. Il a bien cité. Donc on peut le retrouver en ligne. Bien sûr, c'est Hugo Némésis 2, Le Progrès, Loire. Il est super, cet article. C'est exactement... c'est un travail de journaliste. Il m'a posé des questions clivantes sur l'homosexualité, le mariage. Est-ce que je suis raciste ? Il m'a dit clairement, est-ce que vous êtes raciste ? En fait, voilà, il m'a posé des vraies questions et j'y ai répondu. Et c'est parfait. Et oui, effectivement, je suis invité à droite. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les médias publics sont tenus par la gauche, tout simplement, d'idéologie gauchiste. Et en fait, ce qui est énervant, c'est que moi, si on ne finançait pas, je m'en fous. Si c'était privé, c'est très bien, faites ce que vous voulez. C'est la libre entreprise. S'il y a Soros qui veut financer ou quel autre milliardaire de gauche qui veut financer des médias de gauche, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, nous, si on a Pierre-Édouard Stérin qui veut financer des médias de droite, on a aussi le droit, ce qui est très bien. Vincent Bolloré. Voilà, Vincent Bolloré également. Mais en gros, le public, par définition, ne doit pas être autant à gauche. C'est impossible d'être neutre. Mais vous écoutez 1 heure France Inter, c'est lunaire. Moi, des fois, je me torture un peu, j'écoute un peu. Je suis même abonné, ça étonne toujours des gens. Sur Instagram, je suis abonné à LFI, Louis Boyard, etc. Aussi, c'est le principe de Bien sûr. Sur X. Et puis déjà, si on veut savoir ce que font ces gens, il faut regarder. Voilà, parce que sinon, on devient un imbécile, tout simplement. Parce que souvent, eux, ils ne regardent pas. Bon, bref. Mais du coup, c'est intéressant de voir à quel point c'est naturel
pour eux de cracher sur nous en fait. En tout cas, vraiment, je tiens à saluer ça et à aussi là, tordre le cou à ces imbéciles, on peut le dire, qui de temps en temps considèrent que voilà, quand on est un sportif, en l'occurrence de boxe, on réfléchit pas à tout ça. T'es vraiment un de ceux, en tout cas, qui est la démonstration flagrante que vraiment tu raisonnes et que c'est pas juste dans les muscles. Non, mais c'est vrai que c'est, excuse-moi, c'est assez surprenant. C'est vrai qu'on serait pas. Ça, c'est un truc. Ça fait plaisir. Quoi. Déjà, merci. Je remercie ma mère, ma grand-mère, toute ma famille. Bah, c'est ma famille. Moi, toujours, en gros, on m'a dit. Tu déjà. m'as pas parlé de ton origine sociale. Tu viens d'un milieu. Je viens. Alors moi, de mes grands-parents. Je pars de mes grands-parents comme ça, ça va. Mes grands-parents, moi j'ai été élevé beaucoup du côté de ma mère, parce que mes parents ont divorcé assez jeunes. D'accord, donc fruit d'un couple divorcé, d'accord. Donc, mais on t'a inculqué des valeurs de... Voilà, bien sûr. Maintenant, pendant très longtemps, j'ai pas parlé à mon père, maintenant on se reparle, ça va mieux, mais voilà, je vais plus parler du côté de ma mère, parce que c'est eux qui m'ont éduqué en très grande partie. Voilà, des femmes. Moi j'aime les femmes, mais pas dans le sens vicieux. Pour moi, la Vierge Marie, en fait, c'est vraiment la représentation des femmes. Et moi, vraiment, pour moi, ta grand-mère, voilà, c'est des choses très importantes pour moi. Et en fait, je remercie toutes les personnes déjà qui m'ont éduqué, donc toute ma famille. Parce que moi, j'ai eu la chance, on fait tous partie du même village pour la plupart. Du coup, j'ai été élevé par ma tante, ma mère, ma grand-mère, etc. Des frères, j'ai un frère, j'ai beaucoup de cousins et cousines. Et vraiment, moi, je remercie tous ces gens-là, toute ma famille qui m'a toujours poussé, en fait, à la fois à continuer le sport, m'a jamais en fait lâché, toujours sérieux à l'école, etc. Et surtout en fait m'inculquer cet effort de voilà, rester concentré sur quelque chose pendant longtemps et entreprendre. Parce qu'en fait le sport de combat, en fait c'est une entreprise. C'est quelque chose que vous faites avec discipline toutes les semaines. Et moi je fais ça depuis que j'ai 6 ans. En fait ça c'est mon grand-père qui m'a inculqué ça aussi. Beaucoup, il m'a dit peu importe ce que tu fais, ne lâche jamais le sport. Et en fait ça il m'a donné ma vie. Sans lui, j'aurais pas tout ce que j'ai. Le sport, c'est intéressant parce que c'est important pour ça aussi. Oui, bien sûr. Pour moi, en fait, ça fait partie d'un tout. Canaliser aussi peut-être des violences. Bien sûr, parce que ça veut dire que toi, paradoxalement, ce qui est fou, c'est que tu fais. Enfin, moi, je t'observe. En plus, tu le vois pas, mais là, depuis tout à l'heure, je te regarde, je me dis, mais c'est quand même incroyable, le mec. Il est en MMA à un niveau de dingue, il n'a pas de cicatrice, il n'a pas le nez pété. J'ai un peu les oreilles allumées, mais voilà. Avec Biman. Mais c'est vrai que tu es voulu aller vers ça. Je trouve, par rapport à la réflexion que tu as, je trouve ça, et paradoxalement que ça te nourrisse aussi, peut-être que ça inculque des valeurs, ces sports en fait, c'est mon combat. Pour moi, paradoxalement des valeurs de respect et de non-violence. C'est ça, exactement. En fait... c'est... Enfin là, tu prends peut-être des risques en t'exposant un peu plus, peut-être, non? Non. T'es pas menacé, t'es pas dans la rue, on te... Non, pas du tout. Vous savez, en gros, vous êtes jamais à l'abri de rien. En même temps, Voilà, mais même, ça ne veut rien dire, vous n'êtes jamais à l'abri de rien. Après, moi, j'ai qu'un message aux gens qui veulent s'en prendre à moi ou à ma famille. En fait, moi, je pars du principe que peu importe où je suis sur Terre, je défendrai toujours ma famille, peu importe les lois. Père de famille maintenant. Bien sûr, voilà. Et je défendrai les miens et ma vie avec tous les moyens possibles. Parce qu'en fait, pour moi, ne pas défendre sa propre vie ou la vie de ses proches, c'est un crime. C'est marrant ce que tu dis là, parce que alors, je renvoie, et d'ailleurs, ça a fait reparler, j'ai reçu il y a un peu plus de 2 ans, alors c'était dans un autre studio, mais c'était au début des Incorrectibles, on le salue, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, un chanteur qui s'appelle Daniel Guichard. Et à un moment donné, tu as peut-être vu cette polémique, en tout cas, je t'encourage à la regarder sur Internet. À un moment, je lui ai posé une question tout à fait simple. Je lui ai dit, est-ce que vous croyez encore au vivre ensemble? Il m'a répondu, je ne sais pas, je me suis inscrit à un club de tir. Et voilà, bon, ça avait fait, tu t'en doutes, ça avait fait le buzz, et encore maintenant. Bon. Et voilà, il me disait exactement ce que tu me dis. Il me dit, moi, je ne sais pas comment je réagirais si on s'en prenait à ma fille. Moi, je sais très bien. J'ai été formé pour... Et en plus de ça, en Pologne, on a la chance de faire du tir tactique qui est ouvert aux civils. Et c'est en Suisse aussi, d'ailleurs, c'est possible. Vous pouvez aller en Suisse, en Pologne, et vous former pour appliquer la légitime défense. Non, mais tu as vu, là, par exemple, il y a un garagiste, un pauvre garagiste récemment, qui a tiré au fusil. C'est pas bien, ça, on le précise, c'est pas bien, mais surtout qu'il n'a pas le droit. Il ne peut pas se faire justice. Il a tiré sur des jeunes qui tentaient a priori de le cambrioler. Bon, c'est lui qui se retrouve maintenant. Alors, moi, ma philosophie sur ça. Très compliquée. En France.
Là, tu parles d'une situation en France. Ouais. Mais alors moi, personnellement... mais la légitime défense, elle est aussi très encadrée, excuse-moi de te le dire. Bien Si sûr, demain, quelqu'un rentre chez toi avant qu'il veuille ou pas, tu le sais pas, ce que me disait Daniel Guichard, tu sais pas s'il veut s'en prendre à son fils ou pas, à ton fils ou pas. Mais moi, si tu l'agresses, eh ben, c'est toi qui te retrouves derrière les barreaux. J'ai pas besoin de savoir. Quelqu'un, en fait, qui rentre chez moi, moi, je vous dis la vérité. Si quelqu'un rentre chez moi... Il est en danger de mort. Il est en danger de mort, déjà. Et que si quelqu'un rentre chez moi... Attends, ça c'est bien. Bien sûr. Si quelqu'un rentre chez toi... illégalement, sans mon autorisation et qui a des intentions malveillantes, voilà, ce qui est le but de quelqu'un qui rentre chez moi. Tu dirais qu'il est en danger de mort. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est normal. Et d'ailleurs, tout le monde devrait... Quand les gens penseront ça, la société ira beaucoup mieux en réalité. Parce qu'en fait, quand vous respectez la vie, vous respectez, c'est la charité ordonnée, vous respectez la vie des vôtres et votre propre vie. D'accord ? Ça commence par la vôtre et des gens, celle de... Voilà, parce qu'en fait, là, j'inverse la situation. C'est de la prévention. Voilà, j'inverse la situation. En fait, si vous pensez d'abord à une peine de prison ou alors à que sais-je, au détriment de la vie en fait de vos proches ou de la vôtre, mais quand vous inversez les choses, pas le temps de réfléchir, voilà, vous vous rendez compte que c'est tellement illogique. C'est-à-dire que vous privilégiez la vie de quelqu'un qui est dans le péché, qui vous veut du mal vis-à-vis des gens qui vous aiment, de ma femme, de mon fils. Mais moi, je ne penserais même pas une seule seconde à une peine de prison ou que sais-je. Moi, bien sûr, je ne vais pas faire mon Rambo dès qu'il rentre le fusiller. Déjà, j'ai été gendarme, donc je sais quoi faire. Il y a les sommations, etc. En même temps, voilà, il y a les sommations, il y a tout ça. En fait, quelqu'un qui rentre, moi, s'il y a quelqu'un qui rentre, que je suis dans ma chambre, fermé à clé, la chaise, mon fils, ma femme, mon arme, je ne sortirai pas, je laisse tout piquer. J'ai aucun problème avec ça. Parce que pour moi, le matériel, c'est... Voilà, d'ailleurs, si je fais tout ça, je dis ce que je dis, en fait, il faut que les gens ils savent que je passe à côté de milliers d'euros. Voilà. Parce que les sponsors, il y a plein de sponsors qui me refusent à cause de ce que je pense. Mais en fait, moi... c'est intéressant. Tu veux dire que tu pourrais avoir des sponsors bien sûr. Grand public. Par exemple, là, tu vois, aujourd'hui, j'ai 49 ou 50 000 abonnés Instagram. Il y a plein de sponsors. Je pense que si je n'affichais pas mes idées politiques, ils me financeraient beaucoup plus. Mais j'ai de la chance d'avoir des sponsors qui ont mes valeurs. Donc, j'arrive à m'en sortir. Et je les remercie d'ailleurs. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que moi, le matériel, pour moi, n'a aucune valeur. Et en gros, pour moi, c'est la vie de ma femme et de mon fils, ou peu importe où je suis, les gens qui sont avec moi. S'ils piquent toute la maison et que ma porte est fermée et que j'ai pas besoin d'intervenir, je reste dans la... Mais s'il essaie de rentrer dans la chambre, bah son dernier pas, ça sera le pas de la porte. Voilà. Tout simplement. Moi, c'est clair. Non, mais c'est clair. Hugo, on va en arriver à la dernière partie déjà de l'émission, mais en tout cas, c'est important qu'on en parle, puisque, comme tu le sais, on n'est pas très loin de la prochaine élection présidentielle, justement. Alors, comme tu le refuses pas, puisque c'est ça qui est agréable aussi avec toi, on peut parler de tout, j'aimerais qu'on parle un peu de ce débat public, de ce regard que tu portes sur la classe politique, tu nous l'as dit un petit peu au début. Comment tu te situes? Parce que c'est vrai que c'est intéressant, maintenant que tu as depuis peu de temps pris la parole dans l'espace public, d'ailleurs c'est ce qui... Excuse-moi, m'a fait te connaître, parce que je ne vais pas te mentir, si tu n'avais pas fait ce tweet, je pense que tweet, je disais, plus de 3 millions. Ouais, 2,8, 2,9. C'est un truc de dingue. Bon, voilà. Bon, déjà, tu vois qu'il y a quand même une attente, en tout cas, tu as une parole publique qui finalement a émergé. Moi-même, ça m'étonne, hein, parce qu'en gros, moi, en mai, j'avais que Comment quelques... ça, d'ailleurs, tiens? Mais parce qu'en fait, pour parler très vulgairement, les gens ils en ont plein le cul, en fait, je pense. Et que je pense que je représente en fait beaucoup de... En fait, moi, je n'ai pas du tout de prétention, et d'ailleurs, je ne pensais jamais que j'allais arriver à ce niveau de popularité ou que sais-je, honnêtement. Hein. Et tout ça c'est pas que ça me tombe dessus, en fait. Moi, je le vis très bien. Hein, donc, à l'inverse, je disais tout à l'heure, est-ce que tu n'es pas menacé? À l'inverse, je pense, et on l'a vu parce que je sais, tu as beaucoup de témoignages de sympathie maintenant. Ah, mais d'ailleurs... les menaces comparées et même les insultes comparées et comparées à tout ce que je reçois en support. D'ailleurs, je voudrais dire que en fait, moi, je me concentre que sur les gens qui me supportent parce qu'en fait, déjà, j'ai une équipe de com, maintenant, ça c'est cool. Et en fait, c'est mes deux zoomers, je les appelle. C'est des jeunes qui gèrent ma com. Et en fait, ces gens-là, ils gèrent maintenant tout le négatif. Donc en fait, moi, ça veut dire quoi, gérer le négatif? En fait, tous les commentaires négatifs, moi je passe très peu de temps sur les réseaux, le moins possible. Tous les commentaires négatifs, les messages négatifs, en fait, ils me les trient. Ils sont sur tous mes réseaux, ils me les trient et du coup, moi, j'ai que les... Il me dit, c'est bon Hugo, tu peux aller sur... Et en fait, moi, je regarde tous les messages et c'est que des messages positifs, des questions. Et moi, c'est très dur parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui vont sur mes réseaux, mais du coup, j'essaye de répondre à tout le monde, surtout ceux qui ont des questions ou qui ont besoin d'aide. Voilà, moi, j'essaie toujours de prendre du temps pour eux. Et du coup, en fait, vous n'existez pas pour moi, des gens qui me conspuent.
Et bon, de temps en temps, à mes potes qui m'envoient des screens. Moi, j'ai une règle, voilà. c'est-à-dire que là, les gens vont évidemment commenter cette émission. Il y aura sans doute aussi des commentaires peut-être pas agréables ou de sympathie. Bon, c'est vrai que dans la mesure du possible, j'essaie de les regarder, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, pensent en tout cas. Mais c'est vrai que de manière générale, j'en parlais avec une personnalité que je ne vais pas décrire, qui m'a mis la règle sur X, c'est de ne jamais, tu postes ton tweet, mais tu ne regardes jamais ce qui est dit sous ton tweet. Ah, sachez que je rédige, mais je ne poste même pas, donc je vois. C'est toi qui gères quand même tes comptes. Là, quand tu as pris la parole, c'est toi qui avais décidé. C'est moi qui ai rédigé, hein. Mais je ne poste même pas mes trucs. Mais est-ce que quand tu as fait ce post à près de 3 millions de vues, qu'on encourage, et qu'on va remettre d'ailleurs à l'écran, tu t'étais pas dit quand même, bah voilà, maintenant je suis sportif, j'ai une popularité. T'as pas réfléchi, tu l'as posté En fait, direct. Moi j'ai fait ça parce que, tu vois... Ta femme, elle a peut-être dit, écoute là, tu vas être gentil, Hugo. Non, ouais. Non, même pas. Tu m'as pas demandé son avis. Non, moi, ma femme, elle m'a gueulé dessus après Lyon, parce qu'elle pensait en fait que... En fait, il y a 1 an et demi, j'ai pris un KO, première défaite de ma carrière. Ça a mis un stop à ma carrière sur pas mal de trucs. Bon, j'ai redémarré, pas un stop définitif. Le 1/7, c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement, la seule défaite que j'ai. Et en fait, quand tu perds de l'argent, tu perds des sponsors, souvent il y a des gens qui te lâchent. Et en fait, le truc, c'est que là, je m'étais refait, j'arrive à Lyon, mais ma femme me dit, je te connais Hugo, donc tu gagnes, tu remercies tout le monde, vive la France, tu sors. Je dis ok. Je dis ok, moi j'obéis ma femme, voilà, je dis ok. Et puis en fait, voilà, je ne l'ai pas fait. Là, tu t'es dit, allez. Du coup, je me suis emporté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai pris ce risque, ma femme m'a un peu rabroué. Et là, en fait, depuis, en fait, vu que tout se passe mieux, voilà, j'ai un peu explosé sur les réseaux, etc. Maintenant, j'ai des sponsors qui me soutiennent. Ça va beaucoup mieux financièrement. Du coup, ma femme, maintenant, elle me dit, bon, voilà, t'avais raison de faire ça. C'était un peu du poker, parce que dire ce que j'ai dit en France en mai, il n'y a quasiment aucun sportif qui a fait ça, je pense, de ma connaissance, sur pas mal d'années, quoi. Et du coup, depuis, voilà, elle est quand même assez... elle me laisse faire, voilà. Je lui montre quand même tout ce que je fais, quasiment. Ma femme me supporte énormément dans ce que je fais. Mais du coup, pour ce tweet, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'ai gagné mon combat du 15, en même temps que Benoît, d'ailleurs, parce qu'on combattait le même jour. Lui, c'était à New York, moi, c'était à Stettin avant, quand c'était en Prussie. Et du coup, on combat. À chaque combat, vous prenez en popularité. Surtout, j'avais dit fuck Macron, machin. Donc là, en gros, ça a aidé en fait à déployer le message. J'ai surtout dit faites des enfants, ne cédez pas au nihilisme. Hein, c'est le plus important. Parce que Macron, on s'en fout à la limite. Et du coup, il n'a pas d'enfant. Ouais, il n'a pas d'enfant en plus. Et donc du coup, j'ai fait ça. Ta popularité, elle monte. C'est toujours pareil. Après un combat, tu prends 2, 3, 4 000. Je dis c'est bien, nickel, mes zoomers là, de com, ils font nickel, t'inquiète, on fait des shorts, machin. Je dis vas-y, fais des shorts sur TikTok, machin, bref, ok. Et puis d'un coup, ça s'estompe un peu, et puis quelques jours après, ça reprend. Mais je sais pas pourquoi. Je dis putain, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi je reprends des abonnés d'un coup ? Et souvent, en fait, quand il se passe ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a repartagé, où je dis c'est cool, il y a quelqu'un qui a dû repartager le discours. Et en fait, là, il y a mes équipes qui m'envoient la vidéo où il y a Benoît qui s'exprime. Et surtout, tous les gens en dessous qui me citent. Et en fait, alors certains, même beaucoup me citaient en mode oui, mais Hugo, lui, il est patriote, nationaliste, il se renie pas, c'est un soldat du Christ, etc. Donc là, que des choses positives. Mais il y avait beaucoup de gens, ils m'antagonisaient en fait vis-à-vis de Benoît. Et en fait, moi, j'ai voulu clarifier les choses. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai voulu dire, ok, moi, je suis comme ça, Benoît, il est comme ça, mais on se bat. Honnêtement, on se bat pour la même chose. Voilà. Moi, je pense qu'on est alignés sur énormément de valeurs. Alors, on se bat pour la même chose. Et j'ai précisé que moi, en gros, jamais je ne me renierai devant ces gens. Parce qu'en fait, c'est pas tellement s'expliquer ou pas, on est patriote, nationaliste ou pas. En fait, ces gens-là, ils sont, comme je répète, j'ai dit tout à l'heure, ils s'en foutent que vous soyez patriote ou nationaliste. C'est le fait en fait que vous soyez fier de qui vous êtes et que vous êtes patriote qui vous en veulent. Tu vois. Alors j'ai bien compris qui t'aimait pas, en l'occurrence Macron. Mais alors justement, ce que je voulais savoir maintenant, c'est un peu affiner ton propos puisque tu as les coronesses de dire ce que tu penses. J'ai envie de dire d'où tu parles vraiment, camarade. Est-ce que je te dis, on n'est pas loin d'une prochaine élection présidentielle, il va y avoir des municipales. Il pourrait aussi qu'il y ait des législatives anticipées. Bon, voilà, le camp, on va dire, patriote nationaliste, c'est simple. Aujourd'hui,
il y a deux têtes qui se dégagent. On va dire c'est Marine Le Pen, le Rassemblement national, et accessoirement aussi, avec un peu moins dans les sondages, pour pas dire beaucoup moins, Éric Zemmour, Reconquête. Donc où tu te situes politiquement? Est-ce que tu m'as dit que tu n'es pas encarté, mais tu vas voter pour qui en 2027 par exemple? Pour moi, très clairement. Pas de langue de bois, s'il te plaît. Oui, bien sûr, pas de langue de bois. Non, moi je pense que je vais voter Marine Le Pen ou Zemmour. Moi de base, je voterai plus pour Éric Zemmour. Mais en gros, après. Pourquoi par exemple? Tiens, c'est important. Statistiquement, je pense que. Je termine juste là-dessus. Donc du coup, on ne sait même plus si c'est Jordan Bardella ou Marine Le Pen qui va se présenter, mais ouais, pour le RN. Je voterai bien sûr au second tour, parce que je pense que c'est le RN qui va être au second tour. Et du coup, je voterai pour le RN. Voilà, mais au premier tour, tu hésiteras entre... Ouais, je pense entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Mais bien sûr, moi, je suis plus du côté d'Éric Zemmour. Il était là. D'ailleurs, c'est un honneur d'être assis. Quelques temps après. Mais en gros, forcément, Éric Zemmour qui dit que la France est chrétienne, qu'on doit revenir vers le Christ, etc. Voilà, ça me parle. C'est forcément... Mais en fait, juste pour faire comprendre un peu ma vision des choses, c'est que pour moi, le RN, et c'est pour faire comprendre aux gens qu'on a tellement versé à gauche que voilà, là, la fenêtre d'Overton, elle ne va pas à droite. Elle est en train de revenir normale, en fait, vers le milieu, quoi. Le parti de Marine Le Pen, c'est un parti patriote, économiquement à gauche, d'accord? Par exemple, dans le pays où je vis, la Pologne, c'est un pays du centre-gauche, centre-droit. Juste pour remettre les choses en perspective. Donc imaginez... Quel est le pays de centre-gauche, centre-droit? C'est lequel? Pour moi, la Pologne, un parti comme Marine Le Pen, en Pologne, c'est un parti du centre. Parce que en fait, même à gauche, ils sont patriotes en Pologne. Et en fait, c'est juste pour vous... Et la Pologne, bon, bien sûr, c'est un pays de droite, la Pologne, mais dans énormément de pays, c'est comme ça. C'est en gros... Où en fait, et tu veux dire par rapport à quoi? Parce que par rapport, en fait, c'est simple. Tu prends le RN, leurs critères, ce qui montre. Sur l'immigration, ils sont plutôt. Ouais, ils sont, mais c'est normal. Quand même. Oui, mais c'est normal. Oui, mais c'est du centre droit, ça. C'est pas. En fait, protéger ses frontières, c'est pas, voilà. Tu veux dire un parti qui lutte contre l'immigration en Pologne, ça reste un parti. Voilà. Qui est dans l'échiquier politique aussi bien à gauche qu'à droite. En Pologne et dans beaucoup de pays également. En fait, par exemple, je veux dire que c'est une particularité française qui apparaît parce que ça. Et surtout, on la diabolise, on dit oui, même Éric Zemmour en Pologne, c'est un parti de droite. Voilà. Reconquête, c'est à droite, et c'est normal, quoi. Il y a pas de, c'est pas du tout extrême ou que ça. Il y a des vrais partis d'extrême droite en Pologne. Il y a des vrais partis d'extrême qui seraient interdits en France d'ailleurs. Mais là, c'est pas le cas. Genre, le RN et même Reconquête, en gros, c'est des partis de droite. Mais en fait, aujourd'hui, comme la fenêtre Overton est tellement à gauche en politique, que si on oublie les pays, on oublie les personnes, on prend les critères, voilà, le programme politique du RN, le programme politique de Reconquête, de LFI ou que sais-je, et on les balance dans le monde, et les gens, ils les placent, voilà, ils ont un jeu, il y a 10 cases, et ils les placent. Pour moi, et je ne parle même pas que de la Pologne, pour moi, le RN, c'est le centre, entre le centre-gauche et le centre-droit. Parce qu'ils ont des critères de gauche, mais à la fois, ils sont patriotiques. Il sait l'intérêt des Français d'abord, etc. Serait de gauche, quoi, à la limite, à partir de gauche. Du centre. Ouais, je dirais du centre. Alors, je dirais du centre-droit sur le patriotisme, la défense des Français et une préférence nationale. Et c'est du nationalisme. Je sais qu'il y a beaucoup de gens au RN qui disent pas ce nom, mais préférence nationale, bon, voilà. Mais par contre, économiquement, c'est à gauche. C'est un programme de gauche. C'est très socialiste. C'est pas gauchiste, mais c'est socialiste. Et ça, du coup, ça les placerait un peu plus centre-gauche. En fait, ce qu'il y a, c'est cette diabolisation, elle est ridicule parce que je reprends l'exemple de pays même d'Amérique du Sud ou n'importe où. En fait, vous prenez vraiment le programme politique. Non, le RN, c'est pas un parti d'extrême droite, sûrement pas, et de droite, centre-droite minimum. Voilà, c'est par là que je les classerais. Et pour moi, Éric Zemmour, c'est quelqu'un de droite. Mais en fait, quand vous l'entendez parler, c'est là, en fait, on voit à quel point on s'est fait ronger le cerveau, quoi, par les gauchistes. C'est terrible que des gens, en fait... Et moi, depuis que je suis en Pologne, j'étais à droite avant, mais depuis que je suis en Pologne, en fait, je me rends compte à quel point ce venin est profond dans les Français. Il y a beaucoup de gens, en fait, et pour revenir, même la légitime défense dont on parlait tout de suite, c'est exactement la même chose. C'est qu'en fait, les Français, ils sont tellement dans l'autodestruction qu'ils veulent même plus défendre leur vie, dans ce cas-là, ou alors ils veulent même plus défendre leur identité, et du coup, tout ce qui parle de défense de l'identité, oulala, non, mais quand en fait, vous ne pouvez pas
aimer les autres cultures si vous aimez pas. Vous pouvez pas être un soleil si en gros vous détériorez vous-même. Vous pouvez pas rayonner les gens. C'est même, en fait, c'est métaphysique carrément le problème en France. C'est quelque chose, c'est philosophique. Et en fait, c'est vraiment un problème qui touche énormément de sujets. La natalité, le mariage, la légitime défense. Quand vous n'êtes pas prêt à défendre qui vous êtes et que pour vous c'est anormal, c'est pas bien, ben en fait c'est qu'il y a un souci. Et ça n'a rien à voir avec le fascisme, le racisme, le suprématisme. Tu penses qu'on est tout près d'un point de bascule là? Il y a beaucoup de gens qui parlent de potentiel guerre civile, honnêtement, affrontement. Il y a même un ministre de l'Intérieur qui disait qu'un jour on ne serait pas seulement côte à côte mais face à face. C'était qui déjà? Je crois que c'était... Très bonne formule d'ailleurs. Je crois que c'était Collomb. Collomb, ouais. Qui est décédé. Je crois que oui, c'est vrai, c'était l'ancien maire de Lyon. Ouais, effectivement. L'ancien ministre de l'Intérieur qui est décédé. Ouais, c'est une formule qui est bien. Elle est juste la formule. Pas belle parce que c'est horrible. Mais en fait, c'est ça surtout que les gens doivent comprendre. C'est qu'en fait. Il faut tous se mettre à la même MMA? Ouais, non. Enfin, si. Hein, d'ailleurs, j'ai une entreprise, je fais ma promotion, Nemesis Coaching. Allez voir, on vous coach en distance, en physique, n'hésitez pas. C'est pas donné à tout le monde quand même. Ouais, non, bien sûr. Non, mais en gros, c'est pas tellement. Faut se mettre au sport. Hein, c'est les recommandations scientifiques, c'est je crois 160 minutes par semaine. Mais Eric, t'as quelque chose à nous dire? T'inquiète pas, on va en parler après. Mais voilà, c'est important de faire du sport pour être en bonne santé. Pour moi, c'est important aussi de se défendre, notamment, et là, les gens ont crié au sexisme. Moi, j'ai coaché des femmes toute ma vie, mais alors autant les femmes, c'est très bien si elles font du sport de combat, mais les hommes, vous devez savoir vous défendre. C'est pas tellement tout le monde doit être un boxeur, mais que ça rejoint peut-être aussi le stand de tir. Ou voilà, il faut faire une activité physique. La virilité, c'est pas uniquement physique, c'est pas avoir des gros muscles et beaucoup de testostérone, mais la virilité, ça fait quand même partie d'un concept, c'est de la défense du foyer. Voilà. Donc en gros, vous devez être capable. T'es viriliste comme on dit ou pas? Non, moi je suis catholique, j'ai pas besoin d'être viril. Voilà. J'ai pas besoin d'être, je suis viril, mais j'ai pas besoin d'être viriliste. Parce que déjà, l'idolâtrie s'interdit dans le catholicisme, et en plus, je trouve ça, c'est très, Tu suis un peu tous les identitaires, type Rushdie. Que je salue, il m'a envoyé son livre. Rushdie, ouais, je connais. Et on est, je crois même aussi Daniel Conversano. Je me demande si pas il est, je sais plus, dans un pays. Il est en Roumanie. En Roumanie. Ouais. Je suis la sphère identitaire. Après, moi, je me détache un peu de tout ça parce que. Tiens, accessoirement. Oui, bien sûr, Hugo. Hein. Il m'a envoyé un message hier. En fait, je me détache un peu de. Je ne suis pas leur actualité tout le temps parce que moi, j'essaie en fait de me détacher de tout ça parce que pour quand vous êtes en fait un sportif de haut niveau, vous ne devez pas vous faire déborder par toute cette actualité. Donc là, je suis très content. Je suis à Paris, je passe te voir, je passe voir d'autres gens. Mais en fait, le truc, c'est que moi, tout ça, c'est pas ma vie. Moi, demain, je vais revenir à Varsovie. Je vais faire des camps en France, aux États-Unis, à l'étranger, etc. Et je vais reprendre ma vie de moine. Et c'est une vie qui me va parfaitement. Voilà, tu voyages beaucoup, donc ça. J'essaye le moins possible, mais je suis obligé de voyager pour mes camps. L'autre pays, c'est quoi? C'est les États-Unis, le pays? J'espère, ouais. Alors, j'y suis jamais allé encore pour m'entraîner, mais j'espère bientôt y aller. Cette année, enfin l'année prochaine, j'espère y aller. À Miami, notamment, j'aimerais bien aller au Kill Cliff. C'est un très bon gym, j'aimerais bien aller. D'accord. Alors, est-ce que tu crois toujours qu'il y a un renouveau politique est possible? Attends, juste, j'ai pas répondu à ta question sur la guerre civile, etc. Alors moi, je ne la souhaite pas. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'elle est théorisée et préparée déjà en fait par les services de renseignement, etc. Ils imaginent en fait, ils prévoient ce scénario parce qu'en en gestion de crise, non, mais en gros, c'est de la gestion de crise. Moi, quand j'étais à l'université. En gros, on a fait de la gestion de crise, parce que j'étais en sciences politiques et droit public. Mais c'est évident. En gros, aujourd'hui, avec les émeutes... Les services se préparent... Mais en gros, il y a des émeutes qui créent des milliards ou des millions de dégâts. Il y a plusieurs communautés qui sont en France, religieuses, ethniques, etc., culturelles. En fait, c'est... Suite à l'affaire Naël, d'ailleurs, petite parenthèse, comme tu me disais que tu étais ancien... gendarme, ça t'avait choqué l'affaire Naël ou pas? Dans quel sens? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un policier qui risque gros pour lui avoir... Mais dans quel sens? Je veux dire, est-ce que ça t'a choqué dans les deux sens? De ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord l'affaire en elle-même, et puis est-ce qu'il s'en est suivi? Alors déjà, les émeutes, bien sûr, ça m'a choqué. Est-ce que je suis content qu'il y ait un jeune homme,
loin d'être parfait, un délinquant, il faut le dire, mais bon, ça reste quand même une vie humaine. Est-ce que je suis content qu'il soit mort? Non. Mais en l'occurrence, pour moi, le policier, il a fait ce qu'il devait faire. C'est-à-dire qu'en gros, le jeune Naël, il conduisait à très vive allure. Et d'ailleurs, je ne pense pas que les gens qui ont tout cassé et qui ont tout détruit, ils auraient été contents si ce jeune homme avait écrasé une mère de famille de leur quartier et qui, voilà, avec un bambin, encore pire, hein, je rajoute à l'horreur, c'est comme si c'était nécessaire, mais qui aurait écrasé quelqu'un, en fait, qui aurait ôté la vie. Personne n'aurait été content. Bah, en fait, c'est pareil, il faut lutter contre le mal. Et si ces gens pensent à une seule seconde que c'est juste parce que c'était un maghrébin que je pense ça, moi-même, j'aurais été gendarme. Et on va dire clairement, si c'était un blanc au volant, moi, j'aurais tiré de la même manière. On lève le malentendu. Voilà, il n'y a pas de malentendu. Voilà. Parce qu'en fait, la lutte contre le mal, c'est pas sur une couleur de peau. Comme je disais, en fait, en Pologne, qui est majoritairement polonais ethniquement, là, la Pologne, il y a très peu d'immigrés, les Polonais, la police, etc., ils sont sévères avec les Polonais, tout autant qu'ils sont sévères avec les immigrés. Voilà, c'est qu'en gros, ils luttent contre le mal. C'est le but des magistrats et de la police, normalement, et de la prison, etc. En fait, non, pour moi, le policier, en fait, il a fait ce qu'il devait faire. Après, voilà, moi, je ne suis pas dans la cour de justice, je n'ai pas tous les éléments. Ouais. En tout cas, avec ce qu'on sait, moi, ce que je sais, bah, ouais, en gros, il refusait les injonctions, il roulait à vive allure, il ne contrôlait pas son véhicule, il risquait d'écraser des gens. Mais en fait, quand vous écrasez quelqu'un, je ne veux pas faire mon physicien, mais une voiture qui arrive même à 60-70 km/h sur vous, vous avez peu de chances de survie. Donc en fait, c'est des tentatives de meurtre, c'est une menace sur la population. Donc, en fait, je ne comprends pas pourquoi il doit y avoir enquête, ok, pour juger, évaluer. Mais bon, si en fait il y a ces éléments qu'on a cités qui sont véridiques, je ne vois pas pourquoi en fait c'est malheureux. Mais en fait, moi, je préfère voir ça. Et d'ailleurs, après cet événement, il y a eu plusieurs occurrences en fait de voitures qui conduisaient vite et qui avaient renversé des gens, etc. en France. Parce que je pense que les médias, ils ont vu ça, ils ont fait le lien avec cette affaire et ils ont eu raison. Bah, voilà ce qui se passe quand effectivement on ne supprime pas une menace. Qu'est-ce que tu attends d'un responsable politique, par exemple, aujourd'hui? Voilà, je le disais, donc l'élection présidentielle arrive dans un peu plus d'un an. Je te demanderai aussi ce que tu penses de Jordan Bardella, mais qu'est-ce que tu ferais, toi? Tiens, si tu étais... l'engagement politique, tu y as pensé à un moment donné ou pas? Non. Et moi, je pense que je le ferai jamais, honnêtement. Sur l'après, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai jamais prévu d'être là, en fait. Moi, à la base, je suis un boxeur. Je suis un peu... Voilà, dans ma tête, je suis Rocky. Moi, je me bats pour amener de l'argent à ma famille. Et je me bats pour les miens et je les représente. Je suis un sportif. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on a mis dans la tête des sportifs français que c'était, je veux dire, des petits chiens qui ne devaient pas dire ce qu'ils pensaient. Reste à ta place. Tu es un sportif. Ils n'avaient pas beaucoup de choses à dire. Tu es un sportif. Mais en fait, vous êtes libres, les gars et les filles. Vous êtes libres. La liberté. Vous êtes libre de dire ce que vous pensez et quand vous le pensez. Ce que tu disais. Ouais, mais les sportifs, d'ailleurs. Ouais, mais si quand j'ai en mai, antenne, j'avais pas de sponsor en mai. Tu m'as même dit, pardon, quelque chose, je ne veux pas trahir de secret en antenne, tu m'as dit que les MMA était un milieu, avant qu'on nous équipe là en micro, était un milieu plutôt de gauche. Quand j'explique ça en Pologne, et surtout, moi j'aime bien quand il y a des gens voilà, qui sont un peu plus à gauche, avec qui je parle en toute sérénité, avec des Polonais, et qui me disent « on va aller en France ». Je dis « vous allez où, Paris ?» Je dis « super, allez-y ». Et moi, je ne dis rien. Je leur dis rien. Et après, ils rentrent. Il n'y a pas une seule, souvent c'est des clients que je coach, il n'y a pas une seule personne qui ne m'a pas parlé de l'état désastreux dans lequel est Paris.